à régler avant. Voilà. Très bien. Mes chers collègues, je souhaite, en votre nom à tous, la bienvenue dans notre commission au professeur Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Au vu de l'étendue des compétences de la HAS, il est important que nous puissions faire régulièrement un point avec vous. Votre précédente audition, Monsieur le Président, par notre commission remonte à près de 2 ans, le 12 avril 2023, lorsque nous vous avions entendu préalablement à votre nomination à ces fonctions. Nous avons ensuite entendu votre directeur général, Jean Lesy, le 19 décembre 2023, préalablement lui aussi à sa désignation. Je vais vous donner la parole pour un propos liminaire, bref si possible, une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes, car je crois qu'il sera plus intéressant, bien sûr, d'établir un dialogue avec les commissaires et d'entrer dans le jeu des questions-réponses. Je précise qu'après cette introduction, ce sera d'abord le tour du référent de la commission pour la HAS, notre rapporteur général Thibault Bazin pour 5 minutes, et les orateurs des groupes politiques, mais ça vous le savez, ont ensuite 2 minutes pour intervenir chacun. Et bien sûr, peuvent s'inscrire dans la discussion tous ceux qui ensuite le souhaitent. Professeur, Monsieur le Président, je vous laisse maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés, c'est effectivement la première fois depuis près de 2 ans que je viens devant la Commission des affaires sociales. J'étais venu avant d'exercer les fonctions de président de la HAS et maintenant je vais pouvoir venir devant vous expliquer comment fonctionne cette maison, ou plutôt quelles ont été ses activités essentielles la dernière année et comment nous voyons l'avenir, en gros, de notre système de santé, de la place de la HAS dans le système de santé. Alors, comme vous le savez, la HAS a 20 ans. Elle a été créée par la loi du 13 août 2004, une loi relative à l'assurance maladie. Et ce qui est très intéressant, c'est que la loi dit que c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. C'est la seule autorité pour laquelle il y a l'expression à caractère scientifique. C'est-à-dire que la finalité de cette autorité est véritablement l'expertise. L'expertise scientifique de la qualité de notre système de santé. Et les questions que se posaient à l'époque les parlementaires, c'était de dire quelle doit être la structure qui va avoir la compétence pour définir ce qui doit être remboursé par l'assurance maladie. Et pour simplifier, nous sommes dans une logique d'aide à la régulation de notre système de santé par la qualité et par l'efficience. Alors, pour simplifier, nous avons 3 grandes missions. Nous évaluons les produits de santé, que ce soit des médicaments, des dispositifs médicaux, voire des actes professionnels, en tant que technologie de santé, et nous les évaluons à des fins de remboursement. Qu'est-ce qui doit être remboursé? Qu'est-ce qui ne justifie pas d'être remboursé? Mais nous allons plus loin. Où se situe ce produit dans la stratégie thérapeutique? En gros, y a-t-il déjà un médicament ou un dispositif? Est-ce qu'il apporte quelque chose par rapport à ce médicament, à ce dispositif? Tout cela pouvant aider non seulement le remboursement, mais la négociation ensuite du prix, mais qui ne concerne pas la HAS, puisque c'est le CEPS qui va s'en occuper. Première mission, donc l'évaluation. Deuxième mission, ce sont les recommandations de bonnes pratiques, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Et la troisième mission, c'est d'évaluer, plutôt de mesurer la qualité de nos établissements. Établissements de santé, nous certifions les 2500 établissements de santé français qui, chacun, doivent être certifiés, enfin soumis à certification une fois tous les 4 ans. Et nous évaluons indirectement les 41 000 établissements sociaux et médico-sociaux de France, et je reviendrai là-dessus. Alors, un point qui me paraît important, Monsieur le Président, c'est que nous avons donc 3 grandes missions, mais nous avons aussi 3 grandes valeurs. La rigueur scientifique. Toute notre expertise repose sur de la science, et c'est ce qu'a voulu, je le redis, le législateur, en disant que nous étions une autorité à caractère scientifique. La deuxième, c'est l'indépendance. Cela a été voulu très clairement, effectivement, aussi par le législateur, pour que les avis donnés soient des avis neutres que nous donnons sur le remboursement de produits de santé ou sur les prises en charge. Et puis la troisième valeur, c'est la transparence. Tout ce que nous faisons est connu, est transparent, est accessible. Alors, lorsque nous élaborons une recommandation de bonne pratique, nous donnons toujours la composition des noms du groupe de travail et de lecture une fois, et seulement à ce moment-là, la recommandation a été validée par le Collège de la Haute Autorité de Santé afin d'assurer la sérénité des débats jusqu'à cette version absolument définitive. Donc, 3 valeurs qui sont simples, hein, rigueur scientifique, indépendance, transparence. Alors, revenons-en à la loi.
La loi a créé l'article L161-37 du Code de la sécurité sociale. Et cet article L161-37 définit les missions de la HAS. En 2025, 21 ans après, nous sommes à la 31e version de cet article. 31e version, essentiellement par ajout de missions successives. Alors, quelles sont ces missions? Parmi les grandes missions ajoutées, il y a d'abord eu l'évaluation médico-économique, mission maintenant de la HAS. Il y a eu tout ce qui relève de l'évaluation des vaccins par intégration de ce qui s'appelait le comité technique des vaccinations, qui est devenu la commission technique des vaccinations. La CTV, c'est une des missions de la HAS. Un autre ajout, ce qui relève des établissements sociaux et médico-sociaux, par intégration d'une agence qui s'appelait l'ANESM, qui avait pour mission d'évaluer ces établissements et services sociaux et médico-sociaux. Une autre mission ajoutée, la e-santé, où nous sommes amenés à évaluer ce qui relève du numérique ou de l'intelligence artificielle en santé. Et puis, si vous me permettez, Monsieur le Président, la dernière, c'était il y a à peine plus d'un mois, c'est avec la PPL du ratio soignant-soigné, puisqu'il a été confié à la HAS d'élaborer effectivement ce ratio soignant-soigné. Mais là, nous pourrons aussi en discuter. Puis, je vais même aller au-delà, même si ce n'est pas une mission. Vous avez adopté il y a quelques jours à peine une loi sur la profession infirmier dans laquelle vous confiez à la HAS d'émettre un avis sur un arrêté très précis, qui est l'arrêté qui va indiquer l'ensemble des explorations complémentaires, des examens complémentaires et des produits de santé qui peuvent être prescrits effectivement par l'infirmier. Et bien évidemment, nous remplirons cette mission. Donc voilà. Mais je souhaiterais aller au-delà de l'évolution du texte. Comment notre système de santé a évolué depuis 2004 ? Nous sommes dans un contexte en grande mutation. Et je vais prendre juste 4 éléments, qui sont à mon avis 4 éléments majeurs d'évolution depuis 21 ans et qui expliquent en partie nos activités de cette année 2024, mais aussi notre projet stratégique à compter de l'année 2025. Le premier, tout le monde le sait, c'est la transition épidémiologique et sociale, c'est-à-dire c'est le vieillissement de la population, c'est le croissement des maladies chroniques, des polypathologies qui nous conduisent effectivement à émettre un grand nombre de recommandations dans ce domaine. Je citerai que le diabète de type 2 sur lequel nous avons réactualisé nos recommandations. Je me permettrai au passage de dire que c'est le premier traitement que nous avons recommandé est un traitement non médicamenteux dans le diabète de type 2, puisque c'est l'activité physique, en l'occurrence, que nous avons placée. C'est-à-dire que nous ne regardons pas que les outils en sens de médicaments et dispositifs médicaux. Et puis, je l'évoque, il y a une transition sociale. Dans notre pays, il y a un certain nombre il y a une hausse, on va dire, de la pauvreté, il y a une crise du logement. Et ce sont à l'arrivée des déterminants sociaux que nous devons prendre en compte parce qu'ils interviennent dans les pathologies. Et les professionnels doivent être vraiment conscients de la place de ces déterminants sociaux. Ça nous a conduit à élaborer une recommandation sur la grande précarité et les troubles psychiques. Ça nous a conduit, du fait de la crise du logement, à une recommandation sur l'accompagnement vers et dans l'habitat par les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux. C'est-à-dire que nous couvrons absolument l'ensemble aussi de ces domaines d'évolution. Donc ça, c'est la première et grande évolution, cette transition épidémiologique, cette transition sociale. Le deuxième, vous le savez très bien, c'est l'aspect de la démographie des professionnels, que ce soit de santé, mais même d'une manière plus générale. Je veux dire, quand je mets de santé au sens très très large là-dessus. Et tout le monde sait que la démographie médicale montre un vieillissement de cette population. Tout le monde sait qu'il y a une moindre attractivité. Et là, vous y répondez au travers de textes permettant d'accroître les missions, les compétences de professionnels de santé non médecins. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, j'y souscris pleinement. Et d'autre part, vous développez aussi l'ouverture à des protocoles de coopération. Et sachez que la HAS, l'année dernière, a émis plusieurs avis sur des protocoles de coopération très concrets. La place des orthoptistes dans le suivi de patients ayant un certain type de glaucome, ou encore la place des masseurs-kinésithérapeutes dans la douleur aiguë lombaire, et sachant qu'en lien au sein d'un CPTS, bien évidemment du CPTS, ou encore sur les infirmiers et ce qui va relever de la prise en charge de troubles mictionnels chez la femme. Donc tout cela, nous l'avons émis des avis dans le cadre de protocoles de coopération. Si nous examinons également tout cela, il ne faut pas oublier qu'au-delà des professionnels de santé, il y a aussi une grande évolution sociétale. Les usagers, comme l'on dit, ou les patients sont de plus en plus demandeurs et d'information et de participation.
C'est ainsi qu'il faut que vous sachiez que dans toutes les commissions de HAS, dans tous les groupes de travail de HAS, il y a des usagers. Et que nous sollicitons régulièrement les associations d'usagers comme partie prenante pour aider à l'élaboration de nos recommandations, bien évidemment. Mais nous allons au-delà. Nous sommes aussi à la disposition des usagers. Sachez que rien que l'année dernière, nous avons reçu plus de 2500 courriers d'usagers pour nous rapporter ce qui pouvait ne pas aller, leurs soucis, et nous les avons traités. Et c'est en cela que nous sommes aussi perçus par une partie de la population comme un interlocuteur. Pas forcément bien identifié, car des fois il y a des confusions entre HAS et ARS par exemple, mais il y a une démarche de personnes qui viennent vers nous. Informer les usagers, c'est aussi les informer de la qualité de nos établissements. Alors comme je vous l'ai dit, nous certifions les 2500 établissements. Juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, 87% de tous ces établissements de santé sont certifiés. 87%. Soit très bien certifiés, c'est-à-dire haute qualité des soins, ils sont 23%, soit certifiés, 64%. Alors vous pourrez me dire, il reste 13%. Donc ces 13%, c'est deux groupes. 9% de l'ensemble, ce sont des établissements certifiés sous conditions. C'est-à-dire qu'ils ont une année pour répondre à un certain nombre d'attentes et de se remettre, on va dire, à un niveau de qualité permettant qu'ils soient certifiés. C'est une année. Et il y a 4% en France d'établissements non certifiés. Alors on peut dire que 4%, c'est très faible. Très faible, mais ça fait 100 établissements quand même. Donc 100 établissements, c'est un chiffre qui n'est pas faible, qui est suffisamment élevé et qui doit être pris en considération. Même si j'insiste, c'est 87% d'établissements certifiés. Donc j'en reviens aux usagers. Sur le site de la HAS, il y a un outil qui s'appelle Caliscope. Cet outil permet à chacun d'entre vous, à chaque usager, pour un établissement donné, de savoir comment il a été évalué. Mais là, nous ne sommes pas dans le palmarès, nous sommes simplement dans de l'information froide, comment il est évalué et comment il est évalué aussi par les patients, puisque vous avez des indicateurs de satisfaction lorsque vous quittez un établissement et on peut vous donner effectivement ce qu'il en est. Donc, je continue. Les établissements et les structures, les services, ce qu'on appelle le social et le médico-social, là, c'est aussi une question. La mise en route de l'évaluation ne date que de courant 2023. Nous en sommes à peu près entre 2023 et 2024 à environ 10 000 établissements évalués. Nous sommes en train d'analyser ces évaluations et nous allons de la même manière qu'avec Caliscope sur les hôpitaux mettre à disposition, et l'esprit c'est d'y arriver à l'été ou à la rentrée, un outil pour que chacun puisse avoir une information sur tel EHPAD, ou comment a-t-il été évalué, ou sur telle structure accueillant des personnes en situation de handicap. Donc voilà le troisième grand domaine de mutation pour nous, c'est cette évolution sociétale. Et la quatrième, vous la connaissez, c'est le développement d'un ensemble d'outils et d'innovations technologiques et organisationnelles. Alors tout n'est pas innovation, beaucoup de nouveautés, mais des innovations. Alors dans le domaine médical, dans le domaine des médicaments, je ne prendrai que deux exemples. Dans le domaine du médicament, nous avons ce qu'on appelle le droit commun. C'est l'industriel qui souhaite que son médicament soit remboursé par l'assurance maladie. Sachez que nous avons rendu 360 avis l'année dernière, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 360 nouveaux médicaments, car l'industriel peut demander une extension d'indication pour le remboursement. Il peut y avoir effectivement des modifications de caractéristiques du produit qui l'amènent à avoir notre avis. Mais en termes de médicaments nouveaux, nous en avons vu 75 dans le droit commun. Sur les 75, nous avons considéré qu'il y en avait 72 qui méritaient d'être remboursés, parce qu'ils avaient effectivement un service médical qui justifiait le remboursement. Et sur ces 72, vous allez dire, mais oui, mais est-ce qu'ils apportent quelque chose? Eh bien, 28 d'entre eux apportent réellement quelque chose. C'est-à-dire, les autres sont de bons médicaments, mais dans un domaine où il y a déjà d'autres produits qui sont à peu près du même niveau. 28 en apportent. Et je vais donner des exemples de ce qui a été très marquant. Une innovation dans le domaine de la mucoviscidose. Dans une forme particulière de mucoviscidose liée à une mutation très spécifique, c'est une innovation absolument spectaculaire, je veux dire, que nous avons vu comme médicament. Un médicament également dans la prévention du Covid, ou plus exactement un vaccin, un nouveau vaccin dans le Covid. Mais nous avons vu aussi, en innovation, un vaccin remarquable contre le zona. Et vous savez que le zona, quand même, c'est un risque chez toute personne à partir d'un certain âge, et qu'aujourd'hui, il y a un vaccin qui peut éviter effectivement les douleurs, enfin le zona, les douleurs, la fatigue qui peut être liée
aux zones. Donc voilà des exemples assez simples. Vous pouvez m'interroger sur combien de jours mettons pour donner un avis, parce que pendant longtemps, on trouvait que la HAS était très longue. Mais entre le moment où nous avons le dossier et le moment où il y a l'avis, sur ce qu'on appelle le droit commun, c'est 111 jours de moyenne. 111 jours, ce qui est quand même relativement court, c'est moins de 4 mois, je veux dire, où nous pouvons rendre un avis. Pardon ? Pardon. Je vous en prie. Deuxième grand domaine sur les innovations, c'est le dispositif ou la procédure d'accès précoce. Nous sommes dans un dispositif dérogatoire. Aujourd'hui, un industriel, vous le savez, depuis 2021, peut proposer que le médicament soit évalué par la HAS et que la HAS dise oui ou non, nous acceptons l'accès précoce. Et l'accepter, c'est-à-dire que ce médicament peut être rendu disponible immédiatement, avant la négociation du prix, donc au tarif de l'industriel, dans l'attente de la négociation, effectivement, et des conséquences de cette négociation. Et là, il faut simplement, si j'ose dire simplement, que ce médicament remplisse 4 conditions. Il doit concerner une maladie rare, ou grave, ou invalidante. Il ne doit pas y avoir de traitement approprié. Le traitement ne peut pas être différé. Et le 4e critère, c'est qu'il doit y avoir une présomption d'innovation. Alors, concevez que la HAS, qui a été bâtie sur la rigueur scientifique, là, on lui demande de gérer une incertitude, puisque c'est une présomption d'innovation. Et ce n'est pas parce que c'est une présomption d'innovation qu'on ne doit avoir absolument aucune information sur le produit. Simplement, on n'est pas tenu à avoir une étude définitive contre placebo ou contre un comparateur, mais on doit avoir au moins quelques données qui permettent de dire oui, ce produit va par exemple apporter un changement substantiel dans cette pathologie-là. L'an passé, nous avons vu traiter un peu plus de 110 demandes, mais certaines étaient des renouvellements. En produits nouveaux, 51. 51 médicaments nouveaux ont été soumis à l'accès précoce. Pardon. Sur ce 51, nous en avons accepté 30, donc quasiment 60%. Mais il faut savoir que depuis 2021, quand on regarde tous ceux que nous avons acceptés depuis 2021, nous sommes plutôt à une moyenne de 70%. C'est-à-dire que nous en avons accepté moins depuis 2024 que les premières années. Alors cela n'est pas sans causer des mois auprès des industriels. Pourquoi sommes-nous passés de 70% à 60%? Alors nous sommes en train d'analyser ces données. Mais je vais vous dire les pistes sur lesquelles nous travaillons. Premier, c'est qu'il y a plus de traitements appropriés qu'avant. C'est-à-dire l'arrivée de ces médicaments innovants arrive à un moment où il y a, malheureusement pour l'industriel, heureusement pour le patient, un traitement qui est devenu approprié et qui fait qu'on ne peut pas le retenir. Mais c'est surtout sur la présomption d'innovation. Au début, les industriels déposaient des dossiers, un médicament, avec une indication extrêmement précise sur laquelle ils avaient des données. Nous voyons de plus en plus arriver des demandes sur des indications que je vais qualifier par défaut. C'est-à-dire dire ce médicament, il est dans cette pathologie lorsque tous les autres traitements ont échoué. Certes, mais il nous faut quand même quelques données pour garantir qu'on ne va pas vers une perte de chance de ces patients, qu'il n'y a pas d'effet indésirable majeur. Alors l'industriel nous dit, mais mon produit a l'autorisation de mise sur le marché. Oui, mais on observe qu'il l'a sur une indication plus large, que là, il y a les données, mais que sur sa sous-indication pour laquelle il nous demande l'accès précoce, eh bien, il arrive que nous n'ayons aucune donnée. Et en tant que président de la HAS, je ne prendrai jamais le risque de dire qu'il y a une présomption d'innovation si je n'ai pas la garantie qu'il n'y a pas de perte de chance, comme je vous le disais, pour le patient. Donc cela, c'est une évolution des demandes des industriels, et si vous voulez, nous pourrons échanger là-dessus. On pourra échanger sur les dispositifs médicaux, sur les vaccins, sur les actes, je ne vais pas venir là-dessus. Donc, 4 grands domaines qui ont bougé depuis 20 ans. Je me permets de les rappeler, transition épidémiologique et sociale, l'évolution sociétale, comme nous l'avons vu, la démographie professionnelle qui est plus en tension, et toutes ces innovations qui arrivent, technologiques et organisationnelles. Eh bien, ce sont des enjeux pour nous, et ce sont les enjeux qui expliquent notre projet stratégique. Et nous avons proposé, nous avons élaboré un projet stratégique pour les 5 prochaines années qui repose sur 3 axes. Premier axe, c'est promouvoir le parcours intégré des personnes, avec la notion de parcours de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de proposer des parcours de santé qui s'arrêtent aux soins, de parcours de soins. Nous devons aller au parcours de santé, c'est-à-dire jusqu'à ce qui suit le soin, c'est-à-dire ce qui peut relever du social et du médico-social. Et de la même façon, nous devons nous interroger sur les parcours depuis la ville
l'hôpital jusqu'à ces établissements. L'EHPAD est un exemple, mais n'est pas le seul. Des établissements pour prendre en charge des personnes en situation de handicap et autres. Nous sommes dans cette logique-là qui est pour nous une logique fondamentale. Et la HAS peut le faire puisqu'elle a l'ensemble de ses missions, de l'évaluation du médicament jusqu'à celle des établissements sociaux et médico-sociaux. Ça, c'est le premier axe qui est pour nous un axe très important pour l'avenir et nous pourrons bien évidemment échanger là-dessus. Ça signifie aussi encourager l'exercice coordonné, les protocoles de coopération, mais tout ça, si vous voulez, nous en parlerons. Le deuxième axe, il est assez différent. Nous avons un système en tension. Et dès lors qu'il y a un système en tension, il faut défendre la qualité dans le système en tension. Et d'abord défendre la qualité des prises en charge. C'est-à-dire qu'il faut que nous continuions à développer des bons usages des médicaments, à identifier par médicament, et ce qui relève de la pertinence des actes. C'est-à-dire s'assurer qu'à tout moment, la prise en charge est la plus adaptée pour un patient donné, par la personne donnée, telle qu'on l'a définie. Et puis, ce qui est aussi en tension, ce sont les comptes de l'assurance maladie. Eh bien, nous considérons que par la pertinence des actes, parce que nous allons réduire, voire concernant réduire, à défaut d'éviter l'errance médicale, des soins inadaptés, c'est aussi une contribution derrière à la maîtrise des dépenses. Et ça, si vous voulez, nous pourrons également échanger là-dessus. Et le troisième axe, qui est le nôtre, c'est vraiment anticiper l'avenir, parce qu'il faut quand même qu'on consolide encore notre modèle de santé, notre modèle social. Ça veut dire qu'il faut se préparer, malheureusement, à ce qu'il puisse y avoir des menaces de nouveau sanitaires et que la HAS soit en mesure de répondre très rapidement à ces menaces, c'est-à-dire avec des méthodologies adaptées, comme elle l'a fait durant le Covid, et qu'elle soit capable effectivement de le faire. Ça veut dire aussi être de plus en plus sensibilisé aux questions de santé et d'environnement. Ça nous paraît indispensable, et sachez qu'aujourd'hui, dans l'évaluation, par exemple, des établissements de santé, nous avons, ou plutôt des médicaments, nous avons des critères là-dessus. Un exemple, c'est est-ce que le conditionnement de ce médicament est adapté à la posologie ? En d'autres termes, est-ce qu'on propose uniquement d'avoir 30 médicaments, 30 comprimés, si on sait qu'il n'en faut que 5 pour traiter ce patient? Ça fait partie de critères que nous intégrons, comme ce que deviennent, en termes de déchets, des dispositifs médicaux à usage unique. Donc voilà l'ensemble. Alors, en vous disant cela, il y a beaucoup de sujets que je n'ai pas abordés devant vous et qui faciliteront les échanges. Je les ai évoqués. D'autres technologies médicales, bien évidemment, que nous pouvons aborder. Je n'ai pas évoqué non plus toutes nos recommandations vaccinales, qui ont été très nombreuses l'an passé. Et je n'ai pas évoqué non plus ce qui relève du pilotage interne de la HAS, c'est ce que nous faisons pour optimiser les dépenses de la HAS, mais cela, je suis aussi à vos dispositions pour en parler. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cet exposé très, très large. Et vous avez effectivement, sans toujours les aborder au fond, mais c'est bien normal, vous étiez contraint en temps, aborder des champs très, très, très larges qui ouvrent, bien sûr, qui ouvrent le débat et qui va nous permettre d'aller peut-être plus à fond en fonction des interventions et des questions qui vont être posées. Je vais tout de suite donner la parole donc à représentant, pour un premier tour de table, à représentant de chacun des groupes, en commençant par Thierry Frappé pour le groupe Rassemblement National. Ah pardon, c'est Monsieur Bazin, pardon, je n'avais pas vu la ligne du dessus. Pardon, je l'ai dit en plus en introduction, c'est d'abord notre rapporteur général et notre référent à la HAS. Merci Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé, mes chers collègues. Je suis ravi que notre commission reçoive aujourd'hui Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé, dont notre commission avait approuvé la nomination en avril 2023. En tant que référent de notre Chambre pour la HAS, je tiens à remercier le Président Collet pour sa disponibilité et la qualité des échanges que nous avons déjà eu l'occasion d'entretenir. Je suis très heureux en tant que député référent, mais aussi en tant que rapporteur général de la Commission, d'entendre le Président Collet. Et je souhaiterais à l'occasion de cette audition rebondir sur certains enjeux que j'ai pu évoquer avec lui et qui intéresseront l'ensemble des commissaires ici présents. Vous l'avez dit, créée en 2004, la HAS devait initialement répondre à 3 grandes missions: évaluer les produits de santé soumis au remboursement, élaborer des recommandations de bonnes pratiques et évaluer les établissements de santé. La HAS voit aujourd'hui ses attributions largement évoluer, notamment du fait des lois que nous votons, qui étendent un peu plus chaque année son champ d'intervention. Le président Collet me confiait le mois dernier que nous en sommes aujourd'hui à la 31e version de l'article L161-37 du Code de la Sécurité sociale relatif aux missions de la HAS. En fait, l'article qui détermine ces missions est modifié entre 1 et 3 fois par an depuis sa création. À titre d'illustration, vous l'avez dit, la dernière modification qui date du 29 janvier dernier concerne la mise en œuvre de la loi relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé. Ce constat doit nous conduire à nous interroger.
sur la place de la HAS, sur ses missions et moyens dans un contexte de forte augmentation des dépenses publiques et de recherche d'efficience. Je souhaiterais également aborder certaines grandes priorités de la HAS, dont dans le domaine des produits de santé et en matière de certification des établissements sociaux et médico-sociaux et concernant la psychiatrie et la santé mentale. Premièrement, s'agissant du rôle de la HAS, Monsieur le Président, vous n'ignorez rien du contexte budgétaire particulièrement contraint qui a largement alimenté nos débats sur le vote du budget 2025 et qui constituera un véritable mur à franchir pour le vote du budget 2026. Dans ce contexte de recherche d'efficience, pensez-vous que certaines missions confiées à la HAS soient redondantes avec celles assurées par d'autres opérateurs? Je vais être très concret. Je pense à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, qui élabore des indicateurs financiers pour la tarification, alors que la HAS élabore des indicateurs de qualité et que nous incitons de plus en plus au financement à la qualité. Je pense également à l'Agence nationale d'appui à la performance, qui, comme la HAS, élabore des guides de bonnes pratiques destinés aux mêmes établissements. Je pense enfin à l'Agence nationale du développement professionnel continu, qui porte les programmes de formation des professionnels de santé sans garantie de conformité totale avec la démarche qualité qui reste pilotée par la HAS. L'IGAS vient de publier ce matin un rapport. La mission propose de supprimer la NDPC et d'en transférer les moyens à la HAS dans l'objectif de garantir une cohérence entre les missions déjà exercées par la HAS et les objectifs du DPC et de la certification périodique. Cette suppression pourra contribuer à l'atteinte de l'objectif des pouvoirs publics de rationalisation du nombre des opérateurs de l'État. Cela suppose des mesures de nature législative et un report de la date initiale du début de l'obligation de certification périodique qui court depuis le 1er janvier 2023 à une date ultérieure. J'en viens maintenant aux questions relatives aux grandes priorités de la HAS. S'agissant du rôle de la HAS dans l'évolution des produits de santé, pouvez-vous revenir sur votre communiqué paru vendredi dans la revue APM en réponse aux critiques adressées par les industriels du médicament sur les autorisations d'accès précoce? Qu'entendez-vous par une diminution de la qualité des dossiers d'accès précoce? Compte tenu des enjeux financiers, pouvez-vous nous assurer que la baisse des autorisations d'accès précoce n'est due qu'à la qualité des dossiers, sans considération financière? Pourriez-vous également, en quelques mots, éclairer la Commission sur les enjeux liés à l'entrée en vigueur le 12 janvier dernier du règlement européen relatif à l'évaluation des technologies de santé, dit HTAR? S'agissant de la certification des établissements sociaux et médico-sociaux, je m'interroge sur l'efficacité et l'efficience de la démarche de certification des 41 000 établissements éligibles. Il me semble que certains établissements qui pourraient être certifiés, comme les crèches, ne le sont pas, et que la certification obligatoire pour d'autres est peu opportune. Par ailleurs, le processus de certification en lui-même n'est pas assuré par les experts visiteurs de la HAS, mais par des prestataires rémunérés par les établissements. Quel bilan faites-vous de la certification des établissements sociaux et médico-sociaux, et quelles seraient vos propositions courageuses pour en améliorer l'efficacité et l'efficience? Dit autrement, faut-il modifier la cible? Enfin, pourriez-vous nous dire un mot du programme pluriannuel dédié à la santé mentale et à la psychiatrie pour la période 2025-2030, adopté par la HAS en février? Ce programme intéresse tout particulièrement notre commission dans le cadre de la grande cause nationale pour 2025, lancée par Michel Barnier, mais également dans les suites de la mission d'information sur la prise en charge des urgences psychiatriques. Le temps me manque pour évoquer d'autres sujets, mais je m'en tiendrai là et je vous remercie par avance pour vos réponses et vos éclairages. Très bien. Président, ce que je vous propose, c'est de répondre à notre représentant au sein de la HAS et notre correspondant, ou référent, pardon, pour utiliser les bons termes, et puis ensuite on ouvrira l'ensemble des interventions. Bon, merci, monsieur le rapporteur général. Beaucoup de questions, beaucoup de sujets. D'abord, effectivement, comme on le disait, les missions sont accrues, mais qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas la HAS qui l'a demandé, cela signifie que les pouvoirs publics, que le législateur considère qu'on a besoin, que ce pays a besoin de cette autorité indépendante pour répondre effectivement à un ensemble de questions et qui fait que nous ajoutons les missions. Et je trouve cela plutôt très positif, je vous le dis. Alors, je souhaiterais effectivement, tant qu'à faire, que les moyens suivent, mais ça, c'est une autre question, en même temps que les missions augmentent. Mais cela étant, je trouve ça très positif. Alors, vous abordez sur l'efficience le rapport de l'IGAS, sorti ce matin sur le devenir de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Je vais vous donner très directement ma position. Aujourd'hui, la HAS élabore des recommandations de bonne pratique. La question qui se pose, c'est quel est l'impact de ces recommandations? En gros, est-ce qu'elles sont mises en œuvre ou non? Et à ce moment-là, il y a deux leviers pour les mettre en œuvre.
Il y a un levier qui serait celui de dire on rentre dans un système d'opposabilité. Nous ne sommes pas dans un pays d'opposabilité et de recommandation, même si, à titre personnel, je considère qu'il y a des domaines dans lesquels il faudrait homogénéiser en France les prises en charge, voire les standardiser. Je ne serais pas heurté par le fait que des recommandations de la HAS soient rendues opposables pour une période donnée, parce qu'il faut les actualiser, mais dans des cas extrêmement précis. Si vous voulez, on pourra échanger là-dessus. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième, eh bien, c'est la formation des professionnels de santé. Et si nous voulons que nos recommandations aient un impact, il faut qu'on s'assure que les professionnels ont accès et sont aussi formés au domaine qui concerne ces recommandations. En ce sens, je considère que tout ce qui relève de la NDPC est dans sa partie scientifique, parce qu'il y a aussi une deuxième partie, qui est une partie financière. Il faut régler les opérateurs, il faut régler effectivement ceux qui participent à ces formations. Là, c'est un autre domaine. Et d'ailleurs, l'IGAS distingue bien les deux. En ce qui concerne la partie scientifique, je suis totalement prêt, nous sommes totalement prêts à l'HAS à accueillir les missions de la NDPC. Voilà. Ce qui nous permettrait de couvrir effectivement un ensemble de domaines qui va de l'évaluation jusqu'à s'assurer de la qualité, effectivement, de la formation continue qui est derrière. Nous n'avons pas vocation à organiser ces formations, mais à s'assurer que les actions qui sont proposées aux professionnels sont des actions de qualité et cohérentes avec nos recommandations de bonne pratique. C'est cela, sur ce point précis. Je ne vais pas aller forcément plus loin sur ce point-là. Le règlement européen, ce qu'on appelle le règlement en bon français HTA, évaluation des technologies de santé. Ce règlement est mis en œuvre, vous avez raison, depuis le 12 janvier dernier pour les médicaments dans le domaine de l'oncologie exclusivement. Alors, qu'est-ce que c'est ce règlement? Je voudrais expliquer en deux mots comment est-ce qu'on évalue un médicament. Je suis désolé, en termes d'évaluation du produit de santé à des fins de remboursement. Il y a deux étapes. Il y a une étape d'abord qui est purement scientifique. C'est regarder l'ensemble des données qui permettent de dire ce qu'apporte ce médicament ou non. Cela, c'est pour nous un travail que nous réalisons pour chaque médicament. Et ensuite, il y a une deuxième étape. C'est est-ce que ça répond ou non à nos critères pour le remboursement. C'est une étape, on va dire, non pas d'évaluation, mais d'appréciation. Elle est réalisée par la commission de la transparence, donc commission de la HAS. Cette première étape, qui est une étape vraiment que je qualifierais de froide, c'est une étape purement scientifique, le règlement européen a décidé qu'il n'y aurait plus une seule évaluation scientifique pour un médicament pour toute l'Europe. Et que 2 États membres auraient en charge, selon le médicament, cette analyse scientifique. Donc nous serons, je pense régulièrement, un de ces deux-là. Mais ensuite, il reviendra à chaque pays, car chaque pays a ses propres critères de remboursement, d'évaluer si oui ou non il accepte le remboursement. En d'autres termes, la commission de la transparence perdurera et nous continuerons à faire ce travail. Alors ce qui change, c'est très simple. Lorsque nous réalisons une étude, la partie scientifique, on les réalise en sachant derrière ce qu'attend la commission de la transparence, c'est-à-dire nos critères de remboursement. Quand on raisonne au niveau de l'Europe, ce sont les critères de 27 États membres qui peuvent être différents. Et donc, ce qui est attendu de cette année scientifique, c'est qu'elle réponde aux 27 États membres. Et je vais vous donner 2 chiffres. Pour nous, ce travail représente en gros 20 à 30 jours par an homme. Le travail, ce que nous faisons aujourd'hui, le travail prévu par le règlement européen est évalué par l'Europe à environ 200 jours de travail homme, juste pour savoir les conséquences que ça a, pour répondre aux 27 pays. Donc nous nous préparons à cela. Il n'y a pas encore eu les premiers dossiers qui sont arrivés, c'est trop tôt. Mais nous pensons que nous aurons un dossier dès cette année, mais nous y sommes largement préparés. Sur les crèches, question compliquée, monsieur le rapporteur général, on a déjà échangé. Les crèches ne sont pas dans le Code de l'action sociale, dans la liste, dans l'article qui énumère les établissements et services sociaux et médico-sociaux. C'est tout. Donc nous, la loi nous dit que nous devons évaluer ce qui est dans cet article particulier, qui doit être le 413.8, il me semble-t-il, ou à peu de choses près, du Code de l'action sociale et des familles, et là-dedans. Donc nous n'avons pas effectivement les crèches. Le bilan. Je vais vous faire un rapport d'étonnement. Je sais qu'il y a monsieur le député Isaac Sibyl qui est ici. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on demande à l'établissement qui va être évalué de choisir son évaluateur et de le payer. Donc, il me semble que la première règle en termes d'indépendance, ce serait peut-être que ce ne soit pas lui qui le choisisse, mais je sais qu'il y a une PPL qui se prépare dans ce domaine-là. Je pense que c'est fondamental, c'est absolument fondamental. La deuxième critique, c'est que c'est trop tôt pour le savoir. C'est le COFRAC qui accrédite des organismes pour faire ces évaluations. Il y a plus de 100 organismes déjà accrédités. Nous allons, avec ces 11 000 premières évaluations, avoir aussi un bilan de la qualité de l'évaluation
par ces organismes, et nous verrons ce qu'il en est. Mais, vous savez, une évaluation, si j'ai bien compris, c'est entre 7 000, de l'ordre de 7 000 à 8 000 euros pour un établissement en moyenne, ce qu'il verse à l'organisme, ce n'est pas du tout à la HAS. C'est-à-dire que si on raisonne sur nos 40 000 établissements, c'est déjà, on est à 320 millions d'euros tous les 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut rapporter à 64 millions par an. Donc la question, c'est qui financerait si on avait un autre modèle d'organisation, sachant que la certification des établissements de santé n'est pas financée par les établissements de santé. C'est un budget qui nous est alloué pour procéder nous-mêmes à l'ensemble de l'expertise. Bon, santé mentale et psychiatrie, effectivement, pour ouvrir le débat, notre projet stratégique a retenu 3 thématiques phares. Santé mentale et psychiatrique, nous avions préparé avant la grande cause, donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir la grande cause. Le deuxième point, c'est la prévention. Et le troisième, c'est tout ce qui est numérique et intelligence artificielle en santé. Alors, je vais aller très vite sur santé mentale et psychiatrie. Il y a un comité qui a été constitué et nous avons défini un certain nombre de sujets. Permettez-moi de reprendre une casquette de mon premier métier de médecin. Ce qui est très frappant en psychiatrie, c'est que nous n'avons pas trouvé de recommandations de bonne pratique françaises, nationales, validées dans un certain nombre de pathologies. C'est-à-dire qu'on renvoie des recommandations européennes ou internationales. C'est le cas de la schizophrénie, c'est le cas des troubles bipolaires. Or, s'il est un domaine dans lequel il faut avoir un raisonnement national, c'est bien la psychiatrie. Je vais vous donner 2 raisons. Les professions ne sont pas strictement les mêmes. Le psychologue britannique a une formation qui est d'abord scientifique, quand le psychologue français a une formation beaucoup plus ouverte sur les sciences humaines et sociales. Donc nous ne sommes pas sur les mêmes professions et on ne peut pas vraiment se contenter de caler en l'état une recommandation étrangère. La deuxième raison, c'est que nous, depuis les années 60, nous avons un modèle sectorisé en psychiatrie. Tout le monde n'a pas un modèle sectorisé. Donc on doit prendre en compte cela en évaluant les parcours. Donc nous avons besoin de recommandations nationales. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces premières réponses. On va maintenant écouter l'ensemble des groupes, enfin des orateurs de groupe, et je vais effectivement maintenant pouvoir donner la parole à Thierry Frappé pour le Rassemblement national. Allez-y. Merci, Monsieur le Président Lionel Collet, mes chers collègues. Je vous remercie pour votre présence ce matin devant notre commission. La Haute Autorité de Santé occupe une place centrale dans notre système de soins, joue un rôle fondamental, vous l'avez rappelé, en matière d'évaluation, de recommandation et de garantie de la qualité des soins. Dans un contexte aujourd'hui de tension hospitalière et d'attente croissante des patients, la rigueur et l'efficacité de votre institution sont plus que jamais indispensables. L'évaluation des médicaments, l'évaluation des dispositifs médicaux demeure un enjeu majeur pour notre système. De nombreuses critiques s'élèvent sur la lenteur des processus d'évaluation allant jusqu'à 111 jours en moyenne, ce qui peut retarder l'accès au traitement pour des patients souffrant de maladies rares et graves. Comment assurer au mieux un équilibre juste entre la rigueur scientifique et la réactivité nécessaire pour répondre rapidement aux besoins des patients sans compromettre la qualité des évaluations. Les recommandations en matière de santé publique, notamment en ce qui concerne la vaccination, occupent également une importance cruciale. La récente crise sanitaire a démontré l'impérieuse nécessité de restaurer et de renforcer la confiance du public dans les avis scientifiques à ce sujet. Dans cette optique, quels moyens envisagez-vous pour anticiper et gérer efficacement les crises sanitaires éventuellement futures? La certification des établissements de santé, essentielle pour garantir une amélioration continue des soins, peut être toutefois perçue comme une contrainte administrative supplémentaire pour les professionnels. Comment faire en sorte que cette mesure continue de servir d'outil d'amélioration sans alourdir la charge de travail quotidienne des soignants et son coût? Enfin, venons-en au coût. Avec un budget de 73,9 millions d'euros, estimez-vous que la HAS dispose des ressources adéquates pour relever les défis actuels, notamment dans le domaine de la santé numérique? Votre éclairage sera précieux pour guider nos réflexions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Annie Vidal, pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Collet, pour votre présence ce matin devant notre commission. Votre expertise sont des éléments qui sont essentiels à la conduite de nos évaluations de politique publique.
J'aimerais vous interpeller sur quelques points assez précis et pragmatiques. Nous avons voté l'instauration d'un ratio minimal de patients par soignant. Ce vote a été fait en février. Il vise à instituer pour chaque spécialité et chaque type d'activité hospitalière un ratio minimal de soignants par lit. Si cette mesure ambitionne de garantir une meilleure répartition des effectifs et de prise en charge, elle soulève néanmoins, à mon sens, certaines questions. D'une part, la HAS sera chargée d'établir de nombreux référentiels spécifiques, ce qui me semble aller à l'encontre d'une approche pragmatique et décentralisée qui valorise l'autonomie des établissements. D'autre part, cette multiplication de référentiels pourrait être perçue comme une potentielle complexification, tant pour votre institution que pour les établissements de santé, en raison d'une centralisation excessive. Monsieur le Président, quel est votre avis sur cette disposition? Comment la HAS pourrait-elle garantir la faisabilité de cette réforme sans alourdir inutilement les démarches administratives pour les établissements, et potentiellement quels pourraient être vos délais pour fournir ces référentiels? Enfin, et très rapidement, je n'ai plus beaucoup de temps, la HAS a établi, et je vous en remercie parce que c'était une de mes recommandations au moment de la fusion HAS-ANESM, un nouveau référentiel de qualité pour les établissements et services médico-sociaux. Toutefois, et renforcé par l'article 32 de la loi Bien vieillir, il reste à établir le cahier des charges pour les organismes chargés de l'évaluation. Où en sont vos travaux sur l'établissement de ce document? Je vous remercie. Merci beaucoup. Élise Le Boucher pour le groupe LFI. Oui, merci Monsieur le Président. Alors moi aussi, je voulais vous interroger sur la loi sur les ratios. La HAS a pour mission de mesurer la qualité des soins et la sécurité des patients dans les établissements de santé et en médecine de ville. Donc, vous avez évoqué dans ce cadre-là le travail d'établissement de référentiel de ratio que la HAS va être amenée à conduire. Est-ce que du coup ce travail a démarré? Comment allez-vous y procéder? Et si oui, pouvez-vous garantir que ce travail s'alignera sur les positions les plus protectrices sur la santé, comme on peut l'observer à l'international? En 2023, je vous avais interrogé sur le budget de la HAS, qui avait été en baisse avec 15 millions de retirés sur un budget de 63 millions. Du coup, j'en profite pour vous poser la question sur la dotation budgétaire de 2025. Pensez-vous que cela vous permet de revenir à un niveau satisfaisant de fonctionnement comme vous le souhaitez? Et un mot aussi sur la psychiatrie. Plusieurs experts et professionnels de la psychiatrie alertent sur la poussée d'un discours neuro-essentialiste qui se concentre sur les déterminants biologiques de la souffrance psychique et de son traitement, aux dépens de la prise en compte des éléments environnementaux et sociaux et de la relation thérapeutique. Pourtant, cela revient à négliger un pan essentiel de la santé psychique, quand, rappelons-le, la précarité est un facteur de détérioration de la santé psychique. Ce qui amène à apporter des réponses incomplètes à ces enjeux, notamment au niveau politique. Quelles mesures sont prises afin de garantir une pluralité d'approches thérapeutiques lors de l'élaboration des recommandations de la HAS et une prise en compte complète des déterminants biologiques, psychologiques et sociologiques de la santé psychique? Merci beaucoup. Je vais donner la parole tout de suite à Arnaud Signon pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le professeur Collet, la santé mentale et la psychiatrie constituent un enjeu de majeure santé publique. Vous venez d'aborder il y a quelques instants. En France, près de 9 millions de personnes chaque année sont prises en charge pour des maladies psychiatriques ou bénéficient de traitements chroniques. Cette dégradation de la santé mentale s'observe notamment chez les jeunes depuis quelques années, avec une forte progression des taux d'hospitalisation et du nombre d'entre eux traités par antidépresseurs. Une telle prévalence n'est pas sans conséquence. Les personnes atteintes de troubles sévères voient leur espérance de vie réduite de 10 à 20 ans, tandis que le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans. À cela s'ajoute une augmentation préoccupante de la consommation de médicaments psychotropes qui place la France, selon Santé publique France, au premier rang mondial pour la prescription de ces traitements. Le coût social et économique est élevé puisque la santé mentale représente aujourd'hui le premier poste de dépenses pour l'assurance maladie. Face à ces besoins croissants, la psychiatrie doit répondre. Et j'ouvre les guillemets, dans un cadre marqué par une pénurie de moyens et une désorganisation des parcours de soins, comme le rappelle l'excellent rapport sur le sujet de nos collègues Dupré-Chirat et Sandrine Rousseau. Cela nécessite globalement, à tout le moins, de mieux repérer, d'améliorer la qualité des soins et de promouvoir des stratégies de prévention.
La Haute Autorité a adopté en février dernier son programme pluriannuel pour la période 2025-2030. Pourriez-vous, Monsieur le Président, nous indiquer quelle place y occupe la santé mentale et la psychiatrie? Quelles sont les préconisations du programme pour améliorer le diagnostic, la prise en charge des pathologies à ce sujet, et en particulier les soins des populations vulnérables, et également nous préciser quelles sont les orientations du programme en matière de prévention et de repérage précoce des comportements à risque? Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole tout de suite à Justine Gruet pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Collet, pour ces rappels des activités de la Haute Autorité de Santé. Vous l'avez dit, la HAS est une autorité administrative indépendante. À ce titre, elle doit travailler aux côtés des pouvoirs publics, des politiques, pour, je cite, éclairer la décision sur des fondements scientifiques. Quelle n'a donc pas été notre surprise lorsqu'en décembre dernier, nous avons pris connaissance d'une recommandation de la part de la HAS sur le remboursement intégral des transitions de genre, notamment pour les mineurs. Votre autorité recommanderait l'utilisation des pronoms demandés par la personne en transition avant le début du traitement et avant même son évaluation psychiatrique. Quant à la chirurgie pour la féminisation d'un visage masculin ou carrément le changement de sexe, par exemple, l'autorité que vous représentez recommande sa réalisation au plus tôt. Seule précaution dans ces situations, il serait toutefois nécessaire de prendre la décision en concertation concernant les transitions des personnes mineures de 16 à 18 ans. Quel est le problème, me direz-vous? Nous sommes dans notre rôle. Or, la HAS dessine en effet au gré de ses recommandations les contours d'un véritable service public, lequel emploierait les moyens et les personnels du système de santé, alors même que le document rappelle que la transidentité n'est plus considérée comme une pathologie. Dès lors, les personnes qui demandent à faire une transition ne sont pas considérées comme des malades, mais vos recommandations exigent de mettre à leur disposition une gamme très sophistiquée de soins et d'accompagnement par des soignants, tout en préconisant de rembourser intégralement cette prise en charge. Pour les parents de mineurs qui ne souhaiteraient légitimement pas suivre cette voie, la recommandation va jusqu'à imaginer une démarche de déchéance de l'autorité parentale ou de l'émancipation. Rien que ça. Monsieur le Président, rassurez-nous. Dites-nous que nous marchons sur la tête avec de telles réflexions qui ne reflètent pas la préoccupation d'une majorité des Français au regard des derniers résultats électoraux. La Haute Autorité de Santé, votre institution, est par ailleurs attendue sur des sujets structurants de notre société. Je pense notamment au débat sur l'accompagnement de la fin de vie qui reviendra bientôt sur nos bancs. La notion de court terme ou moyen terme avait occupé une bonne partie de nos débats lors de l'examen en commission spéciale et dans l'hémicycle. Il y a bientôt un an, Madame Vautrin, ministre de la Santé, vous avez sollicité pour mieux définir la notion de moyen terme. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements précis qui nous serviront assurément dans les discussions à venir? Je vous remercie. Non, mais j'ai un chronomètre qui mesure le temps de manière très précise. Et il faut respecter la présidence. Il y a eu 10 secondes, pardon. 10 secondes accordées à Madame Gruet, et il y a d'autres orateurs qui ont bénéficié d'un temps un petit peu plus long aussi. Non. Alors, vous connaissez mon impartialité totale. Alors, je donne la parole maintenant à Henrik Davy pour les écologistes, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, la Haute Autorité de Santé a fêté l'été dernier ses 20 ans. Elle a démontré depuis son utilité pour évaluer l'opportunité de nouveaux médicaments, de vaccins ou de dispositifs médicaux. Elle est aussi utile concernant les bonnes pratiques recommandées aux professionnels. Elle s'appuie sur l'expertise scientifique des différentes disciplines et joue donc un rôle très important dans le transfert des connaissances. Néanmoins, en ce qui me concerne, je reste assez dubitatif concernant le rôle de mesure de la qualité des soins, votre troisième mission. L'offre de soins est en tension, d'ailleurs, et vous le reconnaissez, votre projet stratégique le mentionne. Plus d'un tiers des établissements hospitaliers déclarent des incidents graves liés à la surcharge d'activité. Je ne compte plus les unes de journaux qui mentionnent les décès de jeunes patients arrivés aux urgences et qui ne peuvent plus être pris en charge. Cet été, certains patients ont été contraints d'attendre 70 heures aux urgences. Le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous en médecine de ville a doublé en 5 ans sur la majorité des spécialités. Et cette situation conduit les Français à renoncer aux soins. Pire, on a appris que l'éloignement des maternités a fait augmenter le taux de mortalité infantile. C'est quelque chose qui est arrivé hier. Donc les preuves que la qualité des soins se sont dégradées ne manquent pas.
Pourtant, vous n'en mentionnez aucunement les causes dans votre projet stratégique que j'ai lu attentivement. La qualité des soins, c'est avant tout du personnel bien qualifié, correctement rémunéré et qui travaille dans de bonnes conditions. Je pense que vous pouvez être d'accord. C'est assez simple, pas besoin d'un processus de certification en réalité pour cela. Or, depuis 10 ans, 43 000 lits ont été perdus, soit 10% de l'offre de soins. Tous les soignants sont en surcharge de travail, les burn-out et les démissions se multiplient. Et je n'ai trouvé aucune mention du mot lit ni salaire dans votre document stratégique. Alors, concernant les enjeux, je n'ai pas vraiment le temps, mais c'est pareil. L'alcool et le tabac ne sont pas mentionnés dans le document stratégique. La pollution non plus. Alors, je sais que vous avez une feuille de route dédiée sur le sujet, mais elle n'est pas mentionnée quand même, et la santé environnementale n'est pas mentionnée dans le document stratégique. Donc, en réalité, nous devons, de façon urgente, reprendre le dossier de la qualité de la santé de façon globale. Et la HAS doit et peut jouer ce rôle, comme elle joue ses autres rôles, et cesser de multiplier les injonctions concernant la qualité avec des certifications qui, très sincèrement, quand je discute avec les soignants, paraissent souvent lunaires à des personnels en sous-effectif chronique. Merci beaucoup, Monsieur Isaac Sibyl, pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher Lionel, merci pour votre réponse au rapporteur général concernant l'évaluation des établissements médico-sociaux. La PPL a été déposée et n'attend qu'à être mise à l'ordre du jour de notre Assemblée. J'ai lu avec attention le projet stratégique de la Haute Autorité de Santé pour 2025-2030. Merci pour ce travail qui embrasse tous les aspects de la santé, populationnelle, par parcours, préventive. C'est une analyse complète et ambitieuse. La HAS évalue la qualité et l'efficience des soins, ainsi que leur versant médico-économique. Comme vous le rappelez, sa mission est d'éclairer le décideur public. Vous le savez, notre système ne répond plus aux attentes ni aux besoins des Français. Il est en grande difficulté, tant que dans son organisation que dans son financement. Il est en pleine transition, comme vous l'avez rappelé, et il doit se réformer car il ne peut pas tout financer. Pour vous, quelles sont les priorités? Votre document y répond. Par rapport à la stratégie 2025-2030, la prévention, la santé mentale et le numérique. Donner des priorités, c'est renoncer à d'autres politiques de santé. Votre rôle est de nous éclairer. Quel arbitrage devons-nous faire? Car maintenant, il nous faut établir des priorités au regard de l'état de nos finances publiques et des tensions du système de santé. Nous ne pouvons entamer tous les chantiers que vous proposez. La santé mentale reste un défi majeur et je salue votre engagement sur ce point. Les maladies chroniques augmentent et pèsent lourdement sur nos comptes sociaux. L'innovation soulève la question de son modèle économique. Quant à la prévention omniprésente dans les débats, ce dont je me réjouis, peine encore à se systématiser, comme je dis souvent, à s'industrialiser pour produire de la prévention, ou comme je peux dire, donc à s'industrialiser. Notre système de santé doit être réformé, mais nous ne pouvons pas tout financer. Quelles devraient être nos priorités? Quels arbitrages devons-nous faire? Merci. Merci beaucoup. La parole maintenant à Nathalie Colin-Osterlé pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Collet, chers collègues, la Haute Autorité de Santé occupe une place centrale dans le paysage sanitaire français. Créée en 2004, vous l'avez rappelé, elle est une autorité publique indépendante à caractère scientifique dont la mission est de garantir l'efficience et la qualité des soins au bénéfice des patients, des professionnels de santé, des décideurs publics. Son rôle est essentiel, elle évalue les médicaments, les dispositifs médicaux et actes professionnels pour déterminer leur remboursement par l'assurance maladie. Elle élabore des recommandations de bonnes pratiques à destination des professionnels de santé et elle mesure la qualité des soins dans les établissements hospitaliers, cliniques ainsi que dans les structures sociales et médico-sociales. Alors, les défis sont nombreux et complexes aujourd'hui, le vieillissement de la population, l'explosion des maladies chroniques, les inégalités territoriales dans l'accès aux soins ou encore les tensions croissantes sur les ressources humaines dans le secteur médical. Alors, j'aurais deux questions. Vous avez publié votre projet stratégique 2025-2030 le mois dernier, un plan destiné à répondre aux besoins immédiats tout en préparant l'avenir. Parmi les thématiques phares identifiées figurent la prévention, la santé mentale et l'utilisation du numérique en santé. Ces orientations sont évidemment porteuses d'espoir pour répondre aux défis de notre système de santé. Alors comment la Haute Autorité de Santé compte-t-elle articuler ces priorités de moyen et long terme avec les besoins immédiats de terrain et concrètement, quelles sont les actions immédiates que vous prévoyez pour renforcer par exemple la prévention, pour accélérer l'adoption de technologies telles que l'intelligence artificielle dans les parcours de soins? Et puis j'ai une autre question qui pose celle de l'égalité de l'accès aux soins. En décembre 2021, le règlement européen, vous en avez parlé, sur l'évaluation des technologies de santé a été adopté et vise à harmoniser les systèmes d'évaluation au niveau européen. L'objectif est bien de permettre à tous les citoyens européens une égalité d'accès aux médicaments innovants, notamment, lesquels peuvent être pris en charge dans un État membre voisin
et pas en France. Je pense par exemple à certains médicaments dans le domaine de l'oncologie qui sont remboursés dans des États membres voisins, ou encore aux 7 à 8 millions de Français qui souffrent de migraines sévères et qui voient certains médicaments autorisés en Allemagne ou en Italie et pas en France. Alors malheureusement, nous ne sommes pas parvenus au niveau européen à aller vers une seule évaluation européenne, chaque État membre ayant souhaité garder sa propre autorité, mais je voudrais avoir votre avis par rapport à cela et comment vous voyez les choses, comment imaginez-vous articuler votre travail avec celui de vos homologues européens. Merci beaucoup. Merci. Paul-André Colombani pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé. Il y a de nombreux sujets sur lesquels vous interrogez. 2 minutes, c'est très court, donc je vais essayer de vous poser 3 questions. Depuis plusieurs années, la mortalité infantile augmente alors qu'elle diminue en France, alors qu'elle diminue dans le reste de l'Europe. En 2024, elle a atteint 4,1 décès pour 1000 naissances, un chiffre alarmant. Parmi les causes identifiées, la fermeture des maternités joue un rôle majeur. En un demi-siècle, 3 maternités sur 4 ont disparu, éloignant toujours plus les femmes des structures de soins. 900 000 femmes vivent à plus de 30 minutes d'une maternité et celles à plus de 45 minutes sont 40% plus nombreuses qu'en 2000. Or, une récente enquête menée par des journalistes, Anthony Cortès et Sébastien Lurquin, révèle qu'un trajet de plus de 45 minutes double le taux de mortalité infantile. L'an dernier, nous avons dû batailler pour sauver la maternité de Porto-Vecchio, dans laquelle les femmes de ma circonscription auraient eu 2 heures de voiture pour accoucher. Pourtant, une mission flash de 2022 sur la mortalité infantile affirmait, à contrario, dans ses conclusions, que le maintien des petites maternités représentait un danger pour la mère et l'enfant. Je voulais connaître votre position sur le sujet. Par ailleurs, un autre point d'inquiétude mérite notre attention, la résurgence de maladies infantiles que l'on pensait sous contrôle. Déjà, plusieurs régions signalent des clusters de rougeole et un risque de propagation rapide et réel. Quelles actions sont actuellement mises en œuvre pour se doter d'une couverture vaccinale suffisante? Et enfin, un dernier point, j'aurais souhaité un éclaircissement de votre part sur des propos de la fiche mémo sur la prévention des déformations crâniennes et la mort inattendue du nourrisson, dans laquelle vous indiquiez que les données scientifiques ne permettent pas de recommander l'ostéopathie, tout en évoquant par ailleurs son utilisation en deuxième intention en complément de la kinésithérapie. Pouvez-vous clarifier cette position? Ne risquons-t-on pas d'entretenir une confusion sur son efficacité alors qu'aucune preuve scientifique solide ne le justifie? Je vous remercie. Très bien, merci. Eh bien, je vais redonner la parole maintenant tout de suite au président Collet pour répondre à cette première salve d'intervention. Président, allez-y. Président, je dispose de combien de temps? Parce que là, il y a beaucoup de questions. Écoutez, vous maniez l'art de la synthèse avec dextérité et brio, donc je ne veux pas vous limiter, mais un peu quand même. D'abord, merci à vous tous, parce que vous montrez l'intérêt que vous portez à la HAS, même si j'entends effectivement des questions et des interrogations. Je me rends compte que je n'ai pas répondu à une des questions soulevées par le rapporteur général, Monsieur Bazin, si vous me permettez, sur la dépêche parue dans l'APM récemment. Alors, j'explique ce dont il s'agit. Ce n'est pas par rapport aux industriels. C'est un industriel qui nous a soumis un médicament en accès précoce et nous avons refusé cet accès précoce. Il est fort mécontent, ce qui se conçoit. Il a déposé un recours gracieux. Nous sommes dans un état de droit et le recours gracieux suit son cours. En revanche, il a abordé plusieurs sujets lui-même dans une dépêche et donc je me suis senti dans l'obligation de répondre. La première question, c'est qu'en France, l'enjeu est le suivant. Quand nous disons qu'un médicament est remboursable, ça veut dire qu'il est remboursable. Sauf que quand on dit qu'il n'améliore pas le service médical rendu par rapport à un autre, c'est une information pour le CEPS, donc le Comité économique des produits de santé, qui aura à évaluer le prix. Or, les industriels considèrent comme pénalisant de ne pas avoir une amélioration du service médical rendu, très souvent, au niveau qu'ils souhaiteraient. Oui, mais nous disons que c'est remboursable. Il faut quand même pas, y compris parfois que ça apporte quelque chose. Donc il aimerait un changement de règles. Et simplement, c'est pas la HAS. Il y a un article, c'est un décret, ce n'est pas une loi, qui spécifie les niveaux justement d'amélioration des services médicaux. Il faut changer ce décret. Donc je me sentais dans l'obligation quand même de répondre sur ce point. En revanche, il y avait une attaque plus intéressante, si vous me permettez, sur la notion de présomption d'innovation dans les accès précoces. Non, pas par vous. Non, par l'industriel. Non, pas par vous, monsieur le rapporteur général. Non, par l'industriel. Et là, je veux vraiment revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un enjeu pour nous redoutable de savoir qu'est-ce que la présomption d'innovation. Et sachez que nous avons mis en consultation publique, depuis mi-février, donc bien avant ce courrier, et jusqu'à fin mars, des propositions, un document de travail pour nous. Qu'est-ce que c'est
la présomption d'innovation. Et en gros, comment est-ce qu'on peut lever le pari, qui est de dire il y a eu innovation. On ne peut pas se permettre de dire il y a présomption d'innovation si nous n'avons pas les éléments qui nous permettront dans un an après, de trancher la question. Donc il faut qu'on s'assure que des études de qualité sont engagées réellement. Mais de grâce, je vous le redis, moi je ne me sens pas dans la position d'accepter de vous dire que ce produit est innovant si je n'ai aucune donnée pour l'indication. Et donc c'est la raison de ma réponse à cet industriel via l'APM, mais je crois qu'on s'en serait passé. Monsieur le député Frappé, vous avez abordé la question des délais de l'HAS, savoir s'ils sont trop longs. Il se trouve que j'ai coordonné le Conseil stratégique des industries de santé en 2016. Et le souvenir que j'ai à l'époque, c'est que les industriels se plaignaient largement des délais de la HAS. Ces mêmes industriels, aujourd'hui, ne s'en plaignent pas. Enfin, pas à moi, peut-être à vous, mais ils ne s'en plaignent réellement pas. Leur souci n'est pas à ce moment-là. Ils disent que le délai est trop long, qui est le délai de la négociation du prix, donc qui est en aval de la HAS. Mais je vais vous donner quand même des chiffres. Droit commun, c'est 111 jours. Donc, c'est-à-dire en un peu moins de 4 mois. Les accès précoces, par la loi, nous devons répondre en 3 mois. Aujourd'hui, notre délai médian est de 84 jours. C'est-à-dire que l'HAS est non seulement dans ce que prévoit la loi, mais dans un délai relativement court. 84 jours, c'est aussi le délai médian pour nous d'évaluation des dispositifs médicaux en droit commun. Donc, vous voyez, tous ces chiffres montrent qu'on est quand même dans des délais qui me paraissent extrêmement raisonnables pour ces éléments-là. Mais on peut effectivement en parler. Vous êtes plusieurs à m'interroger sur le ratio soignants-soignés. Qu'allons-nous faire concrètement? Alors, effectivement, mission supplémentaire ajoutée dans la loi, mais vous avez aussi prévu qu'il y avait un décret. Et que sur ce décret, nous allons devoir, nous, HAS, émettre un avis. Donc nous attendons aujourd'hui la saisine du ministère sur savoir dans quel cadre il souhaite que nous élaborions ce ratio soignants-soignés. En gros, est-ce qu'il y a un type particulier de spécialité, d'établissement, de conditions? Et nous attendons cela pour y répondre. Vous avez prévu par la loi une date qui est 2027. Nous ferons tout pour y répondre dans ces délais, mais ça dépend aussi de l'ampleur de la saisine que nous allons avoir. Ça, il ne faut vraiment pas se tromper. Ce sera en fonction de ça. Madame, vous avez posé une question. Madame Le Boucher, c'est ça? Oui. Madame Le Boucher, vous avez posé une question sur la pluralité d'approches thérapeutiques en santé mentale et psychiatrie. Sachez que je suis totalement d'accord avec vous. Il doit y avoir cette pluralité. Il doit l'avoir d'autant plus qu'on est dans un domaine, je rappelle quand même, qui est assez extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux de diagnostic in vivo, en gros, le biomarqueur, par une prise de sang, on sait comment évolue une pathologie. Aujourd'hui, c'est 70% des décisions cliniques en France, toutes médecines confondues. On considère qu'à peu près 70% reposent sur ces outils diagnostiques. Mais il n'y en a aucun dans le champ de la psychiatrie qui, comme ça a été rappelé, est un des tout premiers postes de dépenses de l'assurance maladie. Ce qui veut dire que la psychiatrie est un domaine vraiment très particulier dans lequel le diagnostic repose sur de la clinique. Nous avons insuffisamment de données biologiques, nous n'avons pas de biomarqueurs, même s'il y a des équipes de recherche qui travaillent sur ces biomarqueurs aujourd'hui, et nous devons donc avoir absolument répondre à cette spécificité de la psychiatrie, y compris dans ses prises en charge. Alors, vous m'avez évoqué tout à l'heure les déterminants sociaux, et je me suis permis de rappeler notre travail sur grande précarité et troubles psychiques, dans lequel nous évoquons également la place de la pérédance. Nous intégrons totalement tous ces aspects-là, ça je peux vous le garantir, et on le fait déjà actuellement. Vous m'avez interrogé sur le budget de la HAS, quelques-uns. Effectivement, lorsque j'étais venu devant vous il y a 2 ans, j'avais une inquiétude, c'était que la HAS avait bénéficié des redevances des industriels en échange du travail fourni par la HAS. Il avait été décidé un jour qu'on ne finançait plus la HAS par des redevances parce que ça créait des liens d'intérêt de la HAS avec les industriels. On peut le discuter, mais enfin, toujours est-il qu'il en est ainsi. Donc, il y avait un fonds de roulement. Ce fonds de roulement s'est épuisé progressivement. Et je suis arrivé à un moment où il était quasiment épuisé. Et donc, il nous manquait pratiquement 20 millions d'euros qui ont été abondés à hauteur de 18 millions, effectivement, par le PLFSS. Donc, qui a permis de répondre à notre question de budget. Vous m'avez interrogé, monsieur le député, vous m'avez interrogé aussi sur les moyens de l'HAS. Est-ce que notre budget est adapté? Vous avez rappelé que c'est à peu près 73 millions d'euros, 73,9 si vous le voulez, 450 personnes en plafond d'emploi, équivalent temps plein, et j'ajoute à ça quand même 2500 experts que nous sensibilisons, qui sont aussi bien des experts pour les certifier des établissements que pour participer à nos groupes de travail. C'est quand même considérable.
Le budget 2025 de l'HAS va prévoir un prélèvement sur notre fonds de roulement pour arriver à l'équilibre par rapport à l'ensemble de nos missions, tout en optimisant nos dépenses. Je vais vous donner des exemples d'optimisation, si vous le permettez. Notre bâtiment est sur 3 étages. Nous allons emménager que sur 2 étages. Nous sommes en train de reprendre tout cela pour nous resserrer là-dedans. Et nous avons renégocié notre loyer à la baisse. Donc non seulement nous aurons moins de mètres carrés, mais seront moins chers. Ça reste quand même un budget conséquent, mais sachez-le, c'est une manière pour nous d'optimiser nos dépenses. On en a une autre que je trouve plus séduisante intellectuellement, si vous me permettez, c'est la place de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement de la HAS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous développons tout ce fonctionnement dans le fonctionnement type administratif, courrier, compte-rendu de réunion, mais nous avons surtout une mission, data, que nous avons créée, et qui travaille à voir comment nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle, en l'occurrence générative, pour préparer nos analyses scientifiques, critiques de la littérature. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous avons une recommandation, un médicament, nous allons d'abord chercher les articles là-dedans. Le nombre d'articles est conséquent. Pouvons-nous nous faire aider utilement par l'intelligence artificielle pour choisir ces articles? Et dans un second temps, est-ce que nous pouvons, par l'intelligence artificielle, déjà avoir une première analyse du contenu? Nous ne limiterons pas à l'intelligence artificielle. Il y aura toujours un humain spécialiste qui regardera. Mais cela, nous pourrions gagner en efficience. Sachez-le, les principales HAS, on va dire, mondiales, sont également sur ce sujet, de voir comment on peut réduire ce temps et qui aura aussi des conséquences en termes de budget. Je poursuis parce que vous avez vraiment beaucoup de questions. Alors, je voudrais vous, Madame, sur la recommandation transgenre, je voudrais ici le dire une fois de plus. Nous l'avons écrit dans notre mise en point. Il n'y a pas de recommandation transgenre de la part de la HAS à ce jour, ou plus exactement, il y en a une qui date de 2009. Ce qui a été publié sur le site du Figaro, pour lequel nous avons demandé un droit de réponse, qui nous a été refusé à 2 reprises, et le référé sera prononcé, sera la semaine prochaine. Je tiens à vous le dire, c'était de bien spécifier les faits. À aucun moment, la HAS n'a une recommandation, sous quelque forme que ce soit. Nous avons été saisis par le ministre Olivier Véran pour justement élaborer cette recommandation. Et nous l'avons été saisis pour des raisons assez simples. En France, à peu près 10 000 personnes sont en ALD, parce que, transgenres, pour des raisons de traitement, parce qu'il y a aujourd'hui des consultations, des prises en charge. S'assurer de cette qualité de prise en charge. Moi, je ne suis pas à juger sur le fond de savoir s'il faut ou non prendre en charge des personnes. Je sais simplement, 1, qu'il y a une souffrance, et 2, qu'il y a une prise en charge dont on veut être sûr de la qualité. À partir de là, on crée un groupe de travail. Comment crée-t-on un groupe de travail? On sollicite les sociétés savantes. Là, en endocrinologie, en chirurgie, en pédiatrie, puisqu'il y avait la question des mineurs, qui nous proposent des noms. On sollicite aussi des associations d'usagers. Alors, personne ne s'étonne que lorsqu'on travaille, par exemple, sur le diabète, on a une association, la Fédération française des diabétiques. Quand on travaille sur les transgenres, il faut aussi avoir des usagers dans le groupe de travail, ce que nous avons. Ce groupe de travail a élaboré un document, qui est un document qui n'engage pas la HAS. Je veux vraiment le dire, encore une fois. C'est le document du groupe de travail, soumis à un groupe de lecture, qui peut réécrire complètement le document. Ce n'est pas simplement la lecture en changeant une virgule. Et qui nous avons eu de nombreuses réponses, y compris de la NSM, qui a été associée pour avoir son avis sur les produits qui étaient. Suite à ça, le groupe de travail reprend sa copie, intégralement. Aujourd'hui, la copie va être, à mon avis, à peu près terminée pour être transmise à une autre étape, qui est la commission des recommandations de la HAS. Et là, on rentre vraiment dans la procédure HAS. Et une commission de recommandations qui n'est pas constituée que de spécialistes du sujet. C'est toutes les recommandations. Et qui vont pouvoir émettre un avis sur le document. Et ensuite, ce document partira au collège de la HAS, qui vraiment validera, ne validera pas, le modifiera le cas échéant. Donc aujourd'hui, on est encore dans une procédure. Nous n'avons pas, j'insiste, de recommandations. Et je pense que nous n'en aurons pas avant, au plus tôt, à l'été. Je veux dire, il faut vraiment être conscient de notre agenda, je veux dire, de travail là-dessus. Donc, je pense que, Madame la députée, avoir répondu à votre question, je veux dire, avoir rassuré. Sur la question des mineurs, maintenant, très spécifiquement, que vous abordez. La lettre de saisine du ministre Olivier Véran concerne toutes les prises en charge. Et chacun sait qu'il y a une augmentation d'interrogations sur l'identité sexuelle des mineurs partout dans les pays au moins occidentaux, et que ça fait l'objet de rapports, notamment d'un rapport bien connu, le rapport Cass au Royaume-Uni. Et c'est une véritable question.
Vous savez aussi que vos collègues du Sénat se sont prononcés pour une PPL interdisant toute prise en charge des mineurs. Nous travaillons à cadre juridique constant. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un cadre juridique, ce n'est pas interdit, donc nous devons travailler la question des mineurs. Je rappelle que le défenseur des droits va rendre effectivement son avis sur la question de la prise en charge mineure et transgenre, que l'Académie nationale de médecine travaille un rapport sur prise en charge des mineurs transgenres et transgenres. Donc, nous allons avoir tous ces éléments que j'espère avant notre recommandation. Donc, c'est-à-dire qu'il sera prévu à l'été. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la situation actuelle. Alors, je n'étais pas président de la HAS lorsqu'il y a eu la saisine. La HAS, à ce moment-là, a décidé, le collège, de prendre les 16 ans et plus d'abord et de voir après les 16 ans et moins. Donc, je traite ce qui a été choisi. Pour être très franc, j'aurais probablement fait un autre choix, mais je respecte le choix tel qu'il a été fait par mes prédécesseurs. Voilà. Je poursuis avec la question... oui, Monsieur Davy. Pardonnez-moi. Ah, vous avez raison, vous avez raison. Alors, vous avez raison. Madame la ministre Catherine Vautrin, première fois dans la fonction, nous avait saisi pour définir le moyen terme. L'évolution a fait que, vous savez, ensuite, c'est Madame la ministre Dariussecq avec qui nous a modifié la saisine pour intégrer, au-delà du moyen terme, le stade avancé, puisque vous avez intégré la notion de phase avancée suite à vos délibérations, et nous avez fixé un agenda à juin de cette année. Nous allons tout faire, parce que j'ai bien suivi votre agenda parlementaire, pour le rendre courant mai, mais je pense que ce sera plutôt deuxième quinzaine de mai que première. Là, si je me permets d'intervenir dans le débat, on en a parlé avant l'audition de notre calendrier. Nous démarrons l'examen en hémicycle le 12 mai et nous terminons l'examen 10 jours avant. Enfin, nous serons mi-avril en commission, début avril, et nous terminons fin avril à cause de l'interruption de la suspension de nos travaux. Donc on est plutôt un mois avant votre calendrier, le calendrier que vous imaginez, Président. En fait, c'est le calendrier qui était prévu par le ministre Dariussecq que nous avons raccourci, parce qu'il faut quand même, ce n'est pas des sujets simples, vous le reconnaissez, ni le moyen terme, ni la phase avancée, même si la phase avancée est déjà dans une loi, la loi Claes-Leonetti, mais il n'empêche qu'il faut quand même qu'on les définisse bien de nouveau. J'entends le message, j'ai vu l'agenda. Moi, j'étais dans une logique de raccourcir le plus possible, et on nous dit que, on me dit en interne, ça va être très compliqué avant mi-mai. Il faut faire du court terme avec le moyen terme, là. Il faut faire du court terme avec le moyen terme, Monsieur le Président. Bon, écoutez. Voilà. Très bien, je vous laisse terminer. J'entends le message. Je peux malheureusement pas dire plus actuellement, mais je l'entends. Je l'entends. Je continue. Oui, j'étais avec Monsieur Davy sur la question. Faut-il certifier les établissements de santé? Première question. Et deuxièmement, faut-il les certifier dans une période, effectivement, où on a des questions, on va dire, un système en tension sur le plan des moyens. Donc, ce sont deux questions. Le premier point, c'est la loi. C'est la loi qui le décide. Donc, moi, je ne me prononce pas sur pour ou contre la certification. C'est une mission prévue par la loi. Sachez que ça a précédé la HAS. Avant la HAS, il y avait ce qu'on appelait l'ANAS. Non, vous n'avez pas l'ANAS, vous-même, pardon, madame. L'ANAS, qui était l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, et qui déjà avait cette fonction de certification. Donc, la HAS en a hérité en 2004. Donc là, alors maintenant, nous prenons en compte les situations. Je veux dire, nous sommes bien conscients, quand nous allons certifier un établissement, qu'il y a des difficultés. Mais on doit quand même garantir la qualité de ce qui sort de cet établissement de santé. On ne peut pas faire comme si il ne se passait rien. La réalité, je vous l'ai dit, c'est que nos établissements, malgré ce système en tension, malgré les difficultés, sont de qualité. Je dis 4% d'établissements non certifiés en France. Donc c'est quand même absolument remarquable. Mais on vous l'a dit, c'est dans le projet stratégique, on évoque le système en tension et comment on défend la qualité dans le système en tension. Quand je rencontre des directeurs d'établissements de santé, ils me disent tous, ça nous soucie la certification avant, mais après, on était très contents d'avoir ce bilan, ces propositions et de connaître les points perfectibles. C'est-à-dire que je n'ai pas eu, hormis effectivement, certains peuvent être très mécontents d'une certification, de protestation sur le principe même de la certification. Je voulais simplement... J'ai pas entendu. Pardon. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai à peu près, pas tout, mais à peu près abordé l'essentiel des questions, me semble-t-il.
Pardon, madame, excusez-moi. Ah oui, oui, oui. Mais votre question sur le règlement européen, je l'ai abordée très rapidement tout à l'heure. Je veux dire, quelle est-elle précisément Comment vous imaginez ce travail Ah, de coordination avec le niveau de... d'accord, je comprends. Alors cela, c'est... Le problème, c'est l'égalité d'accès aux soins. Oui, ah oui, non, c'est une autre question, je vois ce que vous dites. Bon, c'est très compliqué de comparer le système français avec d'autres systèmes. Nous allons prendre le système allemand en comparaison. Pour un certain nombre de maladies rares ou ultra rares, elles sont considérées comme remboursables, améliorant le service médical rendu par principe dans l'attente de l'évaluation. Donc, lorsque certains médicaments, on nous dit ils sont en Allemagne, ils ne sont pas en France, je dis oui, mais attendez qu'ils soient évalués en Allemagne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ils y sont parce que leur législation fait qu'il en est ainsi. Nous avons un autre choix, c'est qu'on évalue avant, que ce soit remboursé ou remboursable. Ça, c'est un choix qui vous appartient. Moi, je préfère alors me dire que le traitement que je vais être amené à prendre, eh bien, il a été évalué à un moment donné, je veux dire, et non pas avec un a priori, mais ça, c'est un choix. Donc, on a effectivement cette difficulté, j'en conviens, sur certains médicaments. Le cas de la migraine, effectivement, vous l'avez évoqué, nous avons considéré que le médicament apportait un service médical et qu'il devait être remboursé. Nous l'avons dit. Simplement, ce qui nous est reproché, c'est de dire qu'il n'y a pas l'amélioration prétendue de ce service par rapport à d'autres dans les faits que nous avons. Je veux dire, on n'est pas dans l'argument de certaines personnes, on est vraiment dans des données, et notamment, il nous manque beaucoup de données de qualité de vie, alors que dans la migraine, c'est fondamental pour nous, la qualité de vie, tout autant que le nombre de jours de douleur qui sont prises. Et cela, j'ai personnellement rencontré des industriels, et je suis en échange avec des associations de patients, je veux dire, migraineux, où on leur dit tout ça. Mais nous reprenons actuellement nos recommandations, sachez-le, globalement sur la douleur, dont la migraine, au sein de la HAS, et la question d'une nouvelle évaluation de ces médicaments, dès lors que les industriels auront des données supplémentaires nouvelles à nous apporter, nous la réaliserons. Voilà. Très bien. Alors... Ouais, c'est terrible comme question. Bon, on ne va pas reprendre le fil des questions parce que... Bon... Non. On va aller... Voilà, le président a noté qu'il faudra que dans son dernier tour de réponse, il réponde à cette petite question posée par Cyril. Mais on va aborder les orateurs suivants. Comme il y a une douzaine d'orateurs inscrits, on va prendre les 6 premiers. On laissera les réponses et on reprendra les 6 derniers, de manière à ne pas oublier et à faire en sorte que les questions soient fraîches dans la tête de l'orateur. Madame Levavasseur pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Collet, depuis sa création en 2004, la Haute Autorité de Santé a vu son champ d'action s'élargir considérablement. Recommandations en santé publique, évaluation des innovations thérapeutiques, certification des établissements de santé, mais aussi avis sur des sujets sociaux sensibles, comme la transition de genre ou la maladie de Lyme. Face à cette inflation d'activité, vous aviez vous-même alerté en avril 2023 sur le manque de moyens humains et financiers de l'institution. Un déficit susceptible de freiner la production d'avis et menacer la rigueur scientifique de ses travaux. Dans ce contexte, pensez-vous que la Haute Autorité de Santé dispose encore des ressources nécessaires pour assumer pleinement l'ensemble de ses missions, ou pensez-vous qu'il serait plutôt préférable de restreindre le nombre des missions qui lui sont dévolues ? Depuis votre prise de poste, des avancées ont-elles été réalisées pour pallier à ces insuffisances ? La récente fuite d'un document de travail sur la prise en charge des personnes transgenres, avant même sa publication officielle, a ainsi soulevé des interrogations quant à la fiabilité et la crédibilité de l'institution. Aussi, à ce sujet, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise et ne remette en cause sa légitimité auprès des professionnels de santé et du public ? Enfin, de façon plus générale, ayant maintenant passé plusieurs années à la tête de la Haute Autorité de Santé, quelles réformes ou évolutions vous semblent indispensables pour renforcer son rôle et garantir son efficacité, tout en préservant son indépendance et la pertinence de ses recommandations face aux défis actuels ? Merci. Merci beaucoup. Nicole Dubré-Chirat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Collet, vous avez évoqué dans votre propos la PPL infirmière dont j'étais rapporteur. Celle-ci prévoit que la liste des médicaments et des produits examens de santé pouvant être prescrits par les infirmières sera fixée par arrêté ministériel après avis de l'HAS.
Ce dernier sera réputé émettre l'avis sous 3 mois. Ce délai vous semble-t-il raisonnable? Deuxième question, j'ai interrogé hier le gouvernement au sujet de la légalisation de l'usage du cannabis thérapeutique. Cette approche innovante, expérimentée depuis 4 ans, prend fin en juillet. Elle a fait ses preuves pour soulager de nombreux patients en résistant à tout traitement antidouleur et avec un avis positif de la communauté médicale. Pour mettre en place ce cadre réglementaire nécessaire à la généralisation, le gouvernement a demandé à la Haute Autorité de rendre un avis sur l'efficacité du dispositif. Dans quel délai pensez-vous publier cet avis? Et enfin, concernant la certification et la réforme de cette certification dans un nouveau référentiel, pensez-vous intégrer davantage de critères sur la psychiatrie et alléger la procédure qui est souvent assez lourde et différente entre les années d'accréditation, ce qui est une difficulté pour se comparer plus exactement. C'est une limite du sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Fabien Di Filippo pour le groupe de Droite républicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à Monsieur Collet pour sa participation à nos travaux. J'aimerais rebondir sur le sujet évoqué par ma collègue Justine Gruet qui concerne effectivement les transitions. S'il vous plaît, pardon, Monsieur Di Filippo, mais je demandais un peu de silence. Oui. Les transitions de genre chez les mineurs, pour moi, et vous l'avez dit vous-même, ce qui devrait guider les travaux de la Haute Autorité de Santé, c'est le principe de prudence, de précaution, de protection de l'enfance, et non accompagner une forme militante de lobby sociétal. On a des pays qui ont un recul plus important que nous sur cette question et qui reviennent en arrière. En Suède, où on interdit désormais la prescription des hormones à des mineurs, en Angleterre, où on a décidé d'arrêter les bloqueurs de puberté chez les mineurs, et ce sont des processus qui malheureusement sont irréversibles. Et on a des études aujourd'hui qui montrent les conséquences de la prise d'hormones à la puberté sur la santé physique ultérieure des futurs adultes, qu'ils seront cancer, ostéoporose, thrombose, maladies cardiovasculaires, atteintes aux fonctions cérébrales parfois. Donc pourquoi n'y a-t-il pas d'études avec une vraie rigueur scientifique? Vous vous abritez derrière les décisions de vos prédécesseurs, mais votre rôle c'est aussi toute rigueur scientifique de pouvoir les remettre en cause. Quand on voit comment avait été mise en cause la composition du comité précédent, avec des personnes militantes, avec des personnes elles-mêmes concernées par le sujet, quand on voit la place dévolue aux associations trans dans le processus, aux côtés des médecins qui posent quand même question, quand on voit les menaces aujourd'hui qui pèseraient sur des parents qui auraient des scrupules à accompagner de telles transitions chez de très jeunes enfants, malgré tout, on les menace quand même de leur retirer l'autorité parentale, ça, on est loin, loin, loin de la médecine. On est sur des sujets sociétaux. Donc, pourquoi ne pas remettre davantage de rigueur scientifique? Pourquoi ne pas nous fournir, avant toute décision, protéger nos enfants jusqu'à la majorité et ensuite fournir ce rapport avec les conséquences totales d'un retour en arrière qui est impossible sur la santé des enfants de la prise d'hormones de manière précoce et les conséquences aussi en matière de suivi psychologique et psychiatrique. Merci beaucoup. Christine Ledabourg pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Collet, merci d'être là avec nous aujourd'hui et de répondre à nos questions. Aujourd'hui, en France, plus de 55 000 patients sont dialysés. Parmi eux, seulement 250 bénéficient de l'hémodialyse longue nocturne en chambre individuelle, dont 110 en Bretagne, dans ma région. Sur ma circonscription, Fabrice Hury est dialysé à l'AUB Santé, dont les structures sont basées sur toute la Bretagne et le Sud-Manche. Il témoigne chaque jour des bénéfices de cette modalité de dialyse, dont il bénéficie depuis 20 ans, qui lui permet de vivre une vie active et de maintenir une qualité de vie. Il est moins fatigué et plus autonome. Il travaille et fait du sport. Il s'est même d'ailleurs illustré au travers de ses performances lors de multiples trails. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un tiers des patients dialysés ont moins de 65 ans. Après 8 ans de dialyse, moins de 2% des patients de cette tranche d'âge sont encore en activité professionnelle. Pourtant, l'hémodialyse longue nocturne en chambre individuelle atteint des taux de maintien dans l'emploi de près de 60%. La HAS a-t-elle connaissance des bienfaits et résultats de cette modalité? La dernière étude médico-économique de la HAS sur le sujet de la dialyse date de novembre 2014. Elle ne prend pas en compte cette modalité ni l'évolution de l'hémodialyse en format fréquent à domicile, qui est passé de 30% en 2012 à plus de 85% aujourd'hui, particulièrement sous l'influence de lobbying industriel. La HAS envisage-t-elle d'actualiser cette étude? Et dernière question,
Le mode de facturation actuel à l'acte favorise les dialyses fréquentes au détriment des séances plus longues mais moins fréquentes. Peut-on envisager une réforme du financement pour encourager les modalités plus adaptées au projet de vie des patients et à leur maintien dans l'emploi? Je vous remercie. Merci. Nicolas Turquois pour le groupe MoDem. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Merci aussi de la qualité de votre intervention, Monsieur le Président de la HAS. Et de façon générale, j'ai vraiment apprécié cette audition. Je découvre des aspects de la HAS que je ne connaissais pas. Et je pense qu'il pourrait être pertinent, des fois en amont de certains sujets que nous évoquons dans cette commission, de pouvoir vous réauditionner sur votre avis, sur l'avis de vos experts, parce que je pense que ça permettrait de lever aussi beaucoup d'a priori. J'aurais trop de questions à poser en ce temps réduit, j'en limite à 4. Vous évaluez les établissements de santé et les pratiques, ce qui me paraît normal. J'avais rencontré il y a quelques mois l'ONIAM, que je ne connaissais pas, qui indemnise des patients qui ont des problèmes de santé avec ces établissements et qui me disent retrouver des pratiques, parfois sur un même sujet, des pratiques différentes qui sont plus à risque que d'autres. Et je ne sais pas comment vous coordonnez entre ce qu'on observe à l'ONIAM, parce que c'est des accidents médicaux, ils sont parfois liés à des choix de professionnels de santé qui peuvent être peut-être discutés. Donc, quel est le rapport avec l'ONIAM? Deuxième sujet, j'ai été très surpris, c'est un peu divers, c'est un peu la foire à la saucisse, mes questions, mais je trouve qu'il y a des sujets intéressants. Vous évaluez les établissements médico-sociaux. Alors là, je tombe des nues parce que il me semblait que c'était souvent de l'ordre des responsabilités du conseil départemental, voire de l'ARS, voire de façon conjointe. Alors, un troisième acteur qui évalue, comment cela s'organise-t-il? Vous avez parlé des parcours de santé. Je trouve que c'est primordial. Quand vous avez des personnes qui sont confrontées, des personnes âgées ou des personnes en situation sociale difficile, qui sont confrontées à des maladies compliquées, il y a parfois un sentiment d'avoir affaire à des services qui ne se parlent pas entre eux, entre de la chirurgie cardiaque, entre de la réadaptation, etc. Comment on évalue ces éléments dans les hôpitaux? Et enfin, je suis très sensible au sujet des maladies rares, l'accès précoce, maladies parfois très rares. Parfois, ils nous disent on a accès à l'accès précoce, mais après, faute de nombre suffisant de patients, comment on peut, les protocoles utilisés pour valider les évaluations ne sont pas suffisants d'un point de vue statistique. Comment on fait? Voilà. Merci beaucoup. Dernière question avant la première salve de réponse. Brigitte Lizaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Collet, dans votre projet stratégique 2025-2030, vous souhaitez accorder une attention particulière aux déterminants sociaux de la santé, tels le logement ou l'insertion, partant du constat d'importantes inégalités sociales et territoriales. Les personnes LGBT sont confrontées à ces inégalités, lacunes dans l'accès aux soins, méconnaissance de leurs besoins spécifiques, stigmatisation et violence qui compromettent grandement leur prise en charge médicale adaptée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'aimerais savoir si la HAS prévoit d'intégrer dans ses prochains travaux ces paramètres qui contribuent aux inégalités sociales de santé des personnes LGBT. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous donne la parole pour déjà répondre à ces 6 premières questions avant d'aborder les 6 suivantes. Bien. Merci. D'abord, Madame Levavasseur qui nous interroge sur les missions de la HAS, sur savoir s'il y a adéquation finalement entre nos moyens et nos missions. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser ce qu'on appelle une revue de mission à la HAS, de revoir vraiment l'ensemble des missions telles qu'elles sont prévues par les textes, le temps que nous y consacrons. Et je pense que nous aurons dans quelques temps la possibilité effectivement d'isoler, de revoir ce qu'il en est de ces missions, savoir si ce qui est prévu par le texte correspond effectivement encore à des sujets d'actualité ou non. En revanche, vous m'avez suggéré quelque chose, demandez quelle pourrait être l'évolution de la HAS. Alors là, je m'adresse à vous, parce que moi je souhaiterais qu'il y ait une modification législative sur un point très précis et qui concerne beaucoup de sujets que vous avez abordés. Lorsque, en 2004, la HAS a été créée, il y avait une disposition dans la loi qui disait « Les attributions des commissions peuvent être exercées par le collège ». Cela a été supprimé par l'ordonnance de 2017, mais c'est une disposition législative, qui fait que lorsqu'il y a un travail sur un produit de santé, une évaluation, les commissions sont en autonomie par rapport au collège de la HAS. C'est-à-dire que la commission de transparence, aujourd'hui, émet un avis sur un médicament indépendamment du collège de la HAS. J'ai simplement, si jamais il y a
on va dire, derrière une réaction de la part d'industriels ou d'associations de patients à gérer, alors que je ne peux pas intervenir. Et c'est la même chose pour la commission CNEDIMS. Et je souhaite qu'on revienne en arrière. Alors la raison, c'est pourquoi en 2017 y a-t-il eu cette ordonnance? C'est ça la question. La question, c'est parce que la présidente à l'époque de l'HAS, qui était Agnès Buzyn, mais présidente de l'HAS, je le redis, m'avait dit qu'elle avait été confrontée à un médicament nouveau, il n'y avait pas de compétences au sein du collège pour l'expertiser, et donc il vaut mieux éviter que le collège soit en situation d'expertiser un médicament comme celui-là. Sauf qu'après 2017, il y a eu 2021. 2021, c'est l'accès précoce. Ça veut dire, et l'accès précoce par la loi, c'est une décision du collège. Ça veut dire qu'en tant que président d'un collège de 8 membres, nous pouvons, nous, collège, prendre la décision de rendre disponible immédiatement un médicament innovant, mais nous ne pouvons pas rendre un avis sur un médicament autre. Donc là, il y a une aberration qu'il faut gérer. Et l'autre argument que je voudrais vous donner, c'est qu'une commission vote. Et quand la commission de la transparence ou la CNEDIMS vote à l'unanimité ou à 80%, il n'y a pas de doute. Lorsqu'elle vote à 50-50, et que c'est la voix du président qui fait la différence, je suis désolé, je considère que ce n'est pas de la science. Parce que la science, elle ne se vote pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu d'autres arguments qui ont été pris en compte. Et dès lors, je trouve que c'est au collège de l'HAS à trancher sur ces questions-là. Et nous l'avons vu. Et donc, moi, j'ai un souhait, c'est qu'on revienne à la disposition initiale d'avant 2017, qui serait une évolution fondamentale pour nous, et réintroduire dans la loi cette simple phrase: les attributions des commissions peuvent être exercées par le collège de l'HAS. Voilà. Mais je suis à vos dispositions pour discuter d'un tel point. Madame Dubreuil-Chirat, beaucoup de questions. Est-ce que sur la PPL infirmier, sur 3 mois, on va pouvoir répondre à la question de l'avis sur l'arrêté, sur les médicaments? Pardonnez-moi, je veux dire, tout dépend de la taille de l'arrêté, du nombre de produits qu'on va nous demander à faire et du nombre d'examens complémentaires. Ça peut être très vite assez terrifiant, ce sujet-là. Mais bon, on a vu que dans la loi, c'était 3 mois. On va respecter ce que vous avez voté, mais je souhaite quand même qu'il y ait un travail conduit en amont avec le ministère pour qu'on n'ait pas quand même la surprise d'une liste de Prévert. Nous verrons cela. Vous m'interrogez sur le cannabis thérapeutique, mais vous en avez discuté, si je comprends bien, précédemment. Nous attendons, nous, une saisine qui est prévue, et c'est avec cette saisine que je pourrais vous répondre sur le délai prévu imparti, mais je sais que c'est une saisine que nous devrions recevoir assez rapidement. Sur la certification, vous avez évoqué un sujet qui est de dire mais on ne peut pas vraiment comparer ce qui se passe d'une année à l'autre finalement, parce que la procédure a changé. Vous avez raison, la procédure a changé. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le 5e cycle de certification, le 6e débutera en septembre, et les nouveaux cycles de certification, le 5e, étaient très différents des précédents. C'est-à-dire que les précédents, on s'intéressait à ce qu'on appelle au process. Aujourd'hui, on s'intéresse aux résultats. Et donc c'est vrai qu'on peut difficilement comparer ce qu'il en est. Mais là, nous allons terminer ce cycle complet de 2500 établissements, donc on aura une valeur de base pour l'avenir. Bon, on va pas, j'aurais pu vous dire ce qu'il va y avoir de fondamental dans le nouveau changement, mais ça peut-être tout à l'heure. Monsieur Di Filippo, j'ai répondu en partie à votre collègue déjà sur la question des transgenres. Vous avez raison d'évoquer la science, et c'est ma seule boussole à la HAS. Et c'est la raison pour laquelle je dis il n'y a pas à ce jour de recommandation transgenre de la HAS. Voilà. Donc attendons la recommandation, donc à l'été, et nous verrons. Si vous me permettez, je suis à vos dispositions pour en discuter. Madame Madame Le Nabour sur l'hémodialyse. Nous sommes en train de retravailler une recommandation sur la maladie rénale chronique. Avec les sociétés savantes, j'ai été en contact avec l'association Rénalou, également en termes, que vous le sachiez, de patients. C'est un travail en cours et qui est un travail également sous forme, si je ne me trompe pas, de labellisation. C'est quoi une labellisation? Nous avons 2 types de recommandations. Prenons la recommandation transgenre. C'est un sujet complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une vraie question sociétale. Eh bien, c'est une question pour laquelle nous considérons que c'est à nous, la HAS, de le traiter. Mais il y a des questions qui sont des questions plus simples, qu'une société savante peut élaborer, mais on veut garantir la qualité de sa recommandation. Et nous proposons ce qu'on appelle la labellisation, c'est nous vous accompagnons sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a du temps humain consacré de la HAS. Nous tenons à ce que ce soit cette méthodologie, nous la validions. Nous voulons connaître les liens d'intérêt de toutes les personnes qui participent à ce moment-là. Et derrière, ce sera votre recommandation, mais labellisée par la HAS. Et c'est le cas pour la maladie rénale chronique, sauf erreur de ma part.
De la part, Madame Turquois, Monsieur Turquois, pardonnez-moi, je suis confus, Monsieur Turquois. Vous avez posé la question sur vous avez posé 4 questions. Sur les OSSMS, vous avez raison, il y a plusieurs acteurs, mais l'évaluation nous a été confiée par la loi. Ça n'empêche pas qu'il y ait une mesure d'inspection ou autre par une ARS, par une réunion par le département. Mais ça, c'est une autre question. Vous m'avez évoqué la question de l'accès précoce maladies rares, et au-delà, ensuite, dans le droit commun, la difficulté pour les maladies rares, les industriels nous le disent, de pouvoir nous soumettre une étude répondant à l'ensemble des critères scientifiques que nous attendons. Alors là-dessus, vraiment, c'est un sujet passionnant que vous soulevez là. D'abord, oui, il y a des maladies très rares. Bon, on considère déjà une maladie rare, c'est 1 cas sur 2000. Donc on peut déjà raisonner en France que ça représente, et une maladie ultra rare, c'est 2 sur 100 000, donc en France. Sauf qu'il n'y a pas que la France. L'industriel, il peut aller chercher aussi ces pathologies, ces cas hors du territoire français. Et il a la capacité, ne serait-ce qu'au niveau européen, d'avoir une série suffisante de patients. Mais en fait, la question, elle va plus loin. La question, elle touche les méthodologies. Et aujourd'hui, il y a tout un courant souhaitant qu'on aborde ce qu'on appelle des nouvelles méthodologies, c'est-à-dire qui sortent de l'étude randomisée contrôlée dans ce cadre-là, notamment utilisant le numérique, le bras synthétique, ce que l'on veut. Sachez qu'à titre personnel, je suis extrêmement favorable aux nouvelles méthodologies, mais au moins pour le bras synthétique, on ne va pas rentrer là-dedans, dès lors qu'elles sont réalisées de manière robuste. Et la doctrine de la HAS a été modifiée en février 2023. Je ne suis arrivé que fin avril 2023, donc avant mon arrivée, pour permettre ce type de comparaison, qu'on appelle des comparaisons indirectes. C'est-à-dire, dans une maladie rare, rien n'empêche d'avoir peu de cas, d'avoir le résultat là-dessus, et d'aller chercher dans une cohorte ou dans un registre l'évolution spontanée de cas qu'on peut apparier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la fixation de dire on a besoin toujours de 2 groupes. Donc je voudrais vraiment que vous ayez ça en tête. Nous en sommes conscients à la HAS, et moi je souhaite vraiment qu'on développe cette question sur ces maladies rares, sur ces protocoles. Sur le NIAM, nous avons 2 métiers très différents. Le NIAM est là pour indemniser les accidents médicaux. Donc nous n'avons pas de relation en fait en soi, sauf si on nous demande un point d'expertise de connaître notre recommandation dans telle situation. Nous n'avons pas plus que ça. Madame Liso, vous m'avez interrogé sur la question est-ce que LGBT est prise en compte ou non. Il y a eu, alors que vous sachiez, un rapport prospectif de la HAS avant que je n'arrive, ça doit être 3 ans avant, 2 ans avant, qui s'appelait Sexe, genre et santé, dans lequel la question a été totalement abordée, donc de la place de LGBT. Monsieur le Président. Merci beaucoup. On continue le tour des orateurs avec Sylvie Bonnet. Oui, c'est ça, Sylvie Bonnet pour le droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Collet. Vous avez présenté il y a quelques jours un programme pluriannuel dédié à la santé mentale et à la psychiatrie pour la période 2025-2030. Avec ce 3e programme, vous souhaitez améliorer le parcours de santé des personnes dès l'émergence de troubles de la santé mentale et mieux prendre en charge les troubles les plus sévères. C'est un bel objectif, mais je me demande comment cela peut se mettre en place dans les territoires comme le mien, où il y a une pénurie importante de psychiatres. Je souhaite également vous faire part, puisque vous prévoyez je souhaite savoir également ce que vous prévoyez pour l'accompagnement des familles. Effectivement, j'ai rencontré récemment des parents démunis face à la maladie de leur enfant majeur qui présente même un danger pour eux, et comment les protéger. Enfin, vous préconisez-vous en termes de prévention des suicides chez les enfants et les adolescents? Que préconisez-vous? Pardon. Merci beaucoup. Madame Mélin pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Collet. Vous avez déjà, il faut bien le dire, partiellement répondu à mes questions, mais je crois que la question est fondamentale quant à la crédibilité de votre institution. Dès lors, pour rendre vos recommandations, vous utilisez 4 grades. Preuves scientifiques établies, présomption scientifique, niveau faible de preuves, accord d'experts, préalable à des études. Compte tenu de l'importance et de la prégnance de vos recommandations, quels sont les critères de choix des experts du groupe de lecture et de ceux du groupe de travail? Certes, la liste de ceux-ci est divulguée lors du dépôt de votre avis définitif,
Mais il faut bien dire que le choix initial de ceux-ci peut-il garantir une totale neutralité? L'exemple de la divulgation avant l'heure du rapport intermédiaire sur le parcours de transition des personnes trans, fondé sur leur seul avis d'experts, a laissé penser à une réponse orientée, voire très orientée. Comment éviter cela, Monsieur le Président? Merci. Merci, Adrien Clouet, pour le groupe LFI. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les Présidents. Alors, au risque de détonner, je ne vais pas forcément rebondir sur le répondeur automatique transphobe, mais je voudrais plus aller sur la question des inégalités territoriales de santé qui sont très présentes dans le projet stratégique que vous avez soumis, c'est page 6, sur le projet 2025-2030, puisque vous analysez avec raison l'ensemble des tensions qui pèsent sur le système public de santé. Vous montrez qu'on est un des pays dans lequel les inégalités et sociales et territoriales sont les plus vives sur le continent européen. Bon, les résultats, les chiffres, on les connaît. Il y a 22 départements où il n'y a même pas 5 cardiologues. Selon les spécialités, par exemple, en ophtalmo, on peut avoir un temps d'attente de 6 à 123 jours pour un rendez-vous, etc., etc. Dès lors, j'aurais souhaité solliciter votre regard professionnel et à la tête de l'instance dont nous parlons aujourd'hui pour avoir votre opinion sur deux sujets. Le premier, c'est la question de la régulation éventuelle de l'installation des praticiens de santé, notamment des médecins, sur le modèle de ce qui se fait pour les kinés ou les sages-femmes, puisque ça va être un sujet qui va arriver à l'Assemblée nationale la semaine du 31 mars. Qu'en pensez-vous? Jugez-vous qu'il s'agit d'un moyen permettant de résorber partiellement les inégalités territoriales d'accès aux soins? Deuxièmement, que pensez-vous de la situation actuelle des PADU, les praticiens à diplôme hors Union européenne? On sait qu'aujourd'hui, 300 d'entre elles et d'entre eux sont en grève de la faim, puisque au mois de novembre-décembre, il y a eu la suppression de 800 postes qui étaient ouverts durant les évaluations de vérification des connaissances, conduisant ainsi à ce que des milliers de praticiens qui exercent tous les jours dans nos hôpitaux, qui les font tenir, qui les font tourner, soient réduits à un statut de précarité absolue, alors qu'ils font un travail qui est reconnu par tout le monde, leurs collègues, leurs patientes, leurs patients, etc. Merci beaucoup. Josiane Corneloup, pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé. J'interviendrai également sur l'accès aux soins. Depuis plusieurs années, la télémédecine, téléconsultation, téléexpertise s'est imposée comme un levier majeur pour répondre aux défis d'accès aux soins, notamment dans les déserts médicaux, en facilitant la mise en relation entre les patients et les professionnels de santé. Selon une enquête récente, 78% des Français estiment que la télémédecine aide à lutter contre les déserts médicaux, 80% pensent qu'elle contribue à désengorger les services d'urgence hospitaliers et 85% qu'elle permet de consulter un médecin plus facilement. Cependant, cette téléconsultation de médecine générale sur 10 concerne des patients de grands pôles urbains, ce qui interroge sur la question de l'accès pour certains patients et notamment en zone rurale. Dans ce contexte, comment la Haute Autorité de Santé évalue-t-elle ces dispositifs pour s'assurer qu'ils soient accessibles à tous, en tout point du territoire national? Par ailleurs, vous évoquiez la prévention qui est aujourd'hui un enjeu central pour notre système de santé, compte tenu du contexte qui est le nôtre. La Haute Autorité de Santé promeut les bonnes pratiques, notamment en matière de prévention et le bon usage des soins auprès des usagers. Elle participe à l'information du grand public et à l'amélioration de la qualité de l'information médicale, tout à fait essentielle. Quel levier identifiez-vous pour renforcer la diffusion et l'application de ces recommandations sur le terrain, tant auprès des professionnels de santé que du grand public? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Liorey, pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président Collet. On a beaucoup parlé de remboursement, d'évaluation. On a très peu parlé de déremboursement. Et pourtant, ils existent, puisqu'il devait y avoir des déremboursements dans le PLFSS de M. Barnier. On parle de ces déremboursements souvent pour services médicaux rendus insuffisants. Or, il se trouve que lorsque ces déremboursements sont faits, les patients continuent à en prendre. Je pense à certains produits. D'abord, on les dérembourse par classe, ce qui est assez gênant, parce qu'une fois qu'ils sont déremboursés, il n'y a plus possibilité de passer d'un produit à un autre. Je pense en particulier aux produits, aux vénotoniques, qui sont encore utilisés beaucoup aujourd'hui, mais qui ne sont plus du tout remboursés, et qui sont utiles en particulier pour les personnes qui travaillent debout. Je pense aux coiffeuses, par exemple. Alors, il se trouve qu'une fois déremboursés,
ces produits deviennent soit des produits conseils du pharmacien, pour lesquels il faut faire, de la part d'un laboratoire, beaucoup plus de remises, ce qui fait que les prix augmentent, ou bien ça devient des produits grand public qui sont soumis à la publicité, donc à la communication qui coûte également très cher, et on arrive à avoir des produits dont le prix a été multiplié par 2, voire par 3, complètement à la charge des patients. Ma question est donc de savoir, avant de faire ces déremboursements, est-ce qu'on refait des études d'évaluation en double aveugle, contre placebo par exemple, pour voir si véritablement on peut se permettre de dérembourser ces produits? Est-ce qu'il est bon de les dérembourser par classe ou est-ce qu'il serait bon plutôt de les dérembourser un à un en les évaluant particulièrement parce que tous n'ont pas eu la même efficacité effectivement? Merci beaucoup. Et puis, dernière question, Michel Lozana pour le groupe Ensemble pour la République. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Collet. La question dont je voulais parler a été déjà posée. Vous avez, je crois, répondu sur les faibles cohortes et la médecine de précision qui devient très important dans l'évaluation. Donc, je vous poserai une autre question, mais qui rejoint un petit peu. Nous sommes en France le pays qui utilisons le plus les immunothérapies dans les cancers. Or, il y a des pratiques qui sont peut-être mal évaluées là-dessus et comment sont-elles prises en compte? Et je voudrais vous parler des tests compagnons dans les immunothérapies qui ne sont pas une obligation pour les praticiens à faire, alors que vraiment, ce sont des tests qui permettent de savoir si la cible de l'immunothérapie est présente ou pas. Comment vous envisagez ça et n'est-ce pas une anomalie? Parce que ça me paraît d'abord dangereux, on peut avoir des séquelles et on fait subir aux patients des immunothérapies inefficaces, entre guillemets. Pourquoi n'y a-t-il pas obligation du test compagnon quand ça accompagne ces immunothérapies? Très bien, merci pour ces ultimes questions. Eh bien, nous allons écouter les ultimes réponses. Merci. Donc, beaucoup de questions. Question de Madame Bonnet sur la situation de la psychiatrie en France, qui est vraiment une situation problématique par le manque de psychiatres. Je crois qu'on connaît tous les chiffres. Je veux dire, j'ajouterais qu'elle est encore plus problématique en pédopsychiatrie, parce que nous formons quand même plus suffisamment de pédopsychiatres globalement par rapport aux besoins, et un besoin qui correspond à la question qui était posée sur les suicides, effectivement, enfants et adolescents, cette nécessité de prise en charge, et là, nous avons à y répondre. La question de l'accompagnement des familles, oui, nous travaillons sur tout ce qui relève accompagnement. Nous avons beaucoup de travaux avec les usagers, sur les guides d'usagers avec les usagers, pour savoir comment on peut le faire, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin sur ces questions-là, et là, je vous remercie de l'avoir soulevé. Monsieur Mélin, vous soulevez la question... Madame Mélin, je suis désolé parce que je suis sur j'ai vu Joël, mais pardonnez-moi madame, je suis confus, ça fait la deuxième fois que je commets une erreur, mais c'est équilibré, je suis désolé. Madame Mélin, juste un point, vous évoquez la méthode GRADE. Bon, vous évoquez la méthode GRADE. Oui, l'avis d'expert est un avis par défaut, parce que nous n'avons pas suffisamment de données à un moment donné, qu'il nous paraît important de répondre à une question. C'est quand même sur les avis d'experts qu'au début du Covid, en l'absence de données, on pouvait savoir ce qu'il fallait prendre ou ne pas prendre, quelle prise en charge. Donc, mais pour nous sommes très vigilants pour savoir qu'est-ce qui relève d'un avis d'expert, qu'est-ce qui ne le relève pas. Et c'est écrit dans nos recommandations. Nous précisons chaque fois le grade, si c'est AE, donc avis d'expert, ou si c'est effectivement les autres grades. Monsieur Clouet, vous posez des questions qui ne sont pas que des questions qui relèvent de la HAS. J'ai le droit d'avoir mon avis personnel sur la régulation des professionnels de santé, mais ça, je laisse cette notion, faut-il réguler ou non, à vous-même. En revanche, sur les PADU, je veux revenir là-dessus. Aujourd'hui, nos établissements fonctionnent, vous avez raison, beaucoup grâce à ces praticiens à diplôme hors Union européenne. Il n'empêche que lorsqu'on préside une autorité centrée sur la qualité, on est en droit de souhaiter pour la sécurité des patients et la qualité de prise en charge que tous les praticiens, qu'ils soient pas dus ou non d'ailleurs, il ne faut pas qu'on ait une garantie au moins de leur qualité. Et c'est la raison pour laquelle je trouve normal qu'il y ait des épreuves de vérification de leur connaissance. Alors, je ne sais pas dans le détail ce qui s'est passé cette année là-dedans, je vous dis, je ne le sais pas dans le détail, mais sur le principe, ça me paraît quand même préférable pour tout le monde. Alors, je ne vais pas me tromper sur les prénoms. Madame Corneloup, vous m'interrogez sur la télésanté d'une manière très générale. Alors, d'abord, je vais vous dire que dans
à partir de septembre, dans ce qu'on appelle le 6e cycle de certification des établissements de santé, nous avons des questions sur la télésanté. Notamment, nous avons une question, est-ce que l'établissement utilise la télésanté, la met en valeur pour le parcours justement de ces patients, pour éviter notamment qu'ils reviennent, s'ils peuvent ne pas revenir au site hospitalier, qu'ils soient à distance. Donc ça fait partie de... C'est pour nous un critère, ça devient un des critères dits standards de la certification, la place de la télésanté dans l'établissement de santé. Mais votre question, elle allait plus loin, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut pouvoir avoir procédé à ces téléconsultations. Nous nous sommes prononcés il y a maintenant un peu plus d'un an sur l'emplacement des cabines de téléconsultation. Nous avons rendu effectivement un avis sur cette question-là qui montre que nous sommes assez larges, je veux dire, là-dedans, même si on pourrait se demander s'il ne faut pas réguler à un moment donné cette installation de cabines. Moi, il me semble que... On ne va pas rentrer dans la question de l'accès aux soins dans certains territoires, mais quand même, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, et je sais que vous travaillez dessus les uns et les autres, c'est la notion des compétences partagées, des délégations de tâches, d'utiliser au mieux l'ensemble du potentiel des professionnels de santé et savoir qu'il y a un certain nombre de situations où on va dire des infirmiers très bien formés, c'est le but quand même de votre PPL que vous avez adopté avant-hier, peuvent vraiment répondre à des questions de santé pardonnez-moi, de première intention dans certains endroits. Ça ne remplacera pas le médecin, mais il faut réfléchir à une articulation entre les compétences accrues de ces professionnels et également la téléconsultation, me semble-t-il, mais ça c'est un autre débat. Monsieur Liorès, sur le déremboursement, là aussi il y a deux aspects. Si nous prenons sur les 7 dernières années, la HAS s'est prononcée, merci beaucoup, sur le déremboursement des anti-Alzheimer. Elle s'est prononcée sur le déremboursement de l'homéopathie, pour prendre ces exemples-là. C'était dans les années 2018-2019, hein, si je ne me trompe. Il me paraît logique que lorsque nous avons quand même une maîtrise des dépenses sociales et nous avons d'un autre côté la qualité, si un médicament ne fait pas preuve de son efficacité à un moment donné, qu'on s'interroge sur s'il faut continuer à le rembourser ou non. Mais votre question, c'est de dire, d'accord, mais s'il n'est pas remboursé, si la personne le prend toujours, qui finance? Ça, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je souhaite que les personnes prennent des médicaments qui ont montré leur efficacité. Voilà, c'est mon rôle à la HAS actuellement. Alors, attendez, laissez Monsieur Collet. Je réponds à Monsieur Lozana. Et Monsieur Lozana, pardon. Ouais. Et ensuite, je vous laisserai vraiment 30 secondes la parole. Je vous réponds, Monsieur Lozana. Si je comprends bien votre question, ce qui est une question très générale, c'est la place des tests compagnons. Devrait-il ou non, vous évoquez cancer et immunothérapie, être systématique actuellement chaque fois qu'il y en a un? Alors, première remarque, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le RIHN, que vous connaissez, ce fameux répertoire des actes innovants hors nomenclature, dans lequel il y a pas mal de tests compagnons, qui est un bloc. Ça représente plus de 900 situations cliniques, ce qu'il y a dans le RIHN, et le but, c'est de le passer dans le droit commun. Alors, vous savez où je veux en venir? C'est qu'aujourd'hui, vous le savez que le budget du RIHN, plutôt les dépenses correspondent à la moitié de l'enveloppe. Donc aujourd'hui à la HAS, nous sommes en train de voir comment on sort du RIHN pour rentrer dans le droit commun un certain nombre de tests. Et nous l'avons répondu sur des panels de gènes encore très récemment, cancer, et nous faisons ce travail. Notre objectif, c'est à 3 ans d'avoir traité les 80% de ce qui était le plus coûteux. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne restera pas beaucoup en plus derrière. Et derrière, il nous revient effectivement d'envisager les recommandations. Mais sur le cancer, c'est l'INCa qui assure les recommandations, ce n'est pas nous. Que vous le sachiez, nous, on peut s'exprimer, c'est par la Commission de la transparence sur remboursement ou non de l'immunothérapie, de l'acte, effectivement, ou non de tests compagnons, mais ce qui relève des cancers. Le dépistage, c'est nous aussi qui le proposons, mais ensuite, c'est la spécificité de l'INCa. Voilà. Mais nous travaillons beaucoup avec l'INCa néanmoins. Alors, Monsieur Liorès, juste une petite remarque peut-être? Oui, c'était juste une petite remarque, Monsieur le Président. En fait, ces médicaments ne sont pas déremboursés parce qu'ils sont inefficaces, comme vous avez dit. Ils sont déremboursés parce qu'ils ont un service médical rendu insuffisant. Voilà. Et ça, c'est important parce que non seulement, une fois qu'ils ont été déremboursés, il y a une très mauvaise publicité qui est faite sur le médicament, et c'est peut-être ça qui explique qu'il faille faire des efforts pour le relancer. Et ils ne sont pas inefficaces puisque des malades continuent à en prendre, des patients continuent à en prendre. Et s'ils continuent à en prendre, c'est parce qu'ils trouvent que ces médicaments leur font du bien. Allez-y. Moi, j'ai vraiment le souci du patient. Je veux dire, indiscutablement,
On l'a vu dans d'autres périodes, c'est qu'il y a des patients qui considèrent qu'un traitement est vraiment efficace et dont l'efficacité est remise en question par les études. Je veux dire, mais effectivement, les patients le considèrent. Vous avez raison. Le bon terme, c'est service médical rendu insuffisant, puisque ce qui nous est demandé, c'est d'évaluer le service médical rendu. Et lorsqu'il est insuffisant, la vocation, c'est qu'il ne devient pas remboursable. Donc, il n'est pas remboursé. Mais s'il est décidé qu'il est insuffisant, c'est sur un certain nombre de critères que nous avons sur le fait qu'il ne contribue pas effectivement à apporter un service reconnu comme tel aux patients par rapport à la pathologie donnée. Alors, c'est vrai, particulièrement dans le cadre de pathologies qu'on peut considérer comme bénignes, d'accord, et parce que la priorité aujourd'hui pour tous, c'est de faire très attention de ne pas mettre un SMR insuffisant dans une pathologie vraiment grave, je veux dire, sauf si vraiment on n'a pas d'éléments. Mais ça nous est arrivé récemment, dans le cas de la maladie de Charcot, d'avoir un traitement dans une sous-forme de la maladie de Charcot qui représente une mutation 1,6% de toutes les maladies de Charcot, d'être amené à dire service médical rendu insuffisant. Et je peux vous dire que lorsque moi j'ai vu qu'il y avait un médicament qui nous était proposé, j'en étais absolument heureux de me dire peut-être enfin il y a une avancée dans cette maladie. Mais si nous l'avons dit, c'est parce qu'il y a une étude contre placebo qui montrait qu'il n'y avait pas d'amélioration clinique, que vous le sachiez. Donc ça nous obligeait à mettre le SMR insuffisant. Très bien, Monsieur le Président, un immense merci pour la qualité des réponses et de dialogue que nous avons eu pendant près de 2 heures. Merci d'avoir éclairé nos débats de vos avis et de votre expertise. Je crois que c'était passionnant pour tout le monde. Et puis, juste un mot pour mes collègues. Nous nous retrouvons mardi après-midi, donc en commission, rapidement après les questions au gouvernement pour désigner les rapporteurs sur la fin de vie. Et nous pourrions démarrer dès mercredi les premières auditions. Je vais voir ça avec les rapporteurs sur ces textes, sachant que de toute façon, mercredi à 10h, nous avons l'audition de la défenseur des droits sur la décision cadre relative à la protection de l'enfance, qui viendra donc et est reçue ici. Voilà, merci à tous et bonne journée.